Et voilà, transition. Bon, on a du retard, on a 15 minutes de retard parce qu'on a commencé sans que j'enregistre. Voilà, donc c'est comme ça, ici c'est à la bonne franquette. Donc comme je suis un peu con, d'un autre côté, voilà, comme on disait, Idargos, t'inquiète, je fais 1 heure et demie de vidéo et en fait, 6 heures après, on est toujours en train de parler de Darius. Donc voilà, on va faire la conclusion ce soir de toute cette petite présentation. Salut Azat, toute cette petite présentation sur bien les Achéménides. Au moins, on aura eu alors un panorama qui est loin d'être complet, on pourrait en tartiner encore longtemps, mais on aura eu quand même une série au long cours. Voilà. Alors, Edargos dit bonjour, voir si on t'entend. Bonjour, enfin Ah, bonsoir exactement. ouais, mais tu sais, il y a que Azat à qui tu peux dire bonsoir, hein. Les autres, ils regarderont ça Ouais, demain mais même, dans leur. ouais, mais même en replay, voilà. Bon, j'aime, on va dire, insérer et intégrer de la temporalité dans ce qu'on Eh fait. bien, Donc insère, insère. bonsoir, parce que pour nous, c'est le soir. Voilà. Exactement, voilà. Eh ben écoute, vas-y, hein, moi je j'ai rien à ajouter. On a fait un peu le tour à la fois de présentation, on va dire un petit peu historique, présentation des héritages et successions, et puis maintenant, eh ben écoute, ce sera la conclusion sur la question et le sujet, comment dire, tel que tu l'as présenté, c'est-à-dire cette Ouais, histoire de chaînon manquant ou ouais, pas, voilà. tout à fait. Voilà. Eh ben écoute, vas-y, enchaîne avec ce que tu voulais nous dire. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, j'espère, et donc normalement, ça devrait le faire, ça devrait être effectivement la conclusion de cette quadrilogie. Qui n'était pas parti pour être une quadrilogie, mais bon, du coup, ça se fait comme ça. C'est pas grave, Euh, c'est très bien. Écoute, voilà. J'aimerais que tous les sujets puissent, voilà, éventuellement, mais bon, après, Faut prendre le temps dans la vie, voilà, c'est exactement. bien, on a du temps, les gens ont du temps, on est en France, on est à 35 heures, profitons-en. C'est au mois d'août, voilà. Donc, effectivement, du coup, la conclusion on va dire, de la, de la question initiale qui était en fait la problématique initiale, c'était ça. C'était les Achéménides, est-ce que c'est une courroie de transmission, une simple courroie de transmission, ou est-ce que c'est un élément, on va dire, fondamental dans une transmission, certes, mais un élément fondamental dans la création et on va dire dans la construction du monde, en tout cas au moins du monde oriental, moyen-oriental et par voie de conséquence euh, grec, grec et donc gréco-romain. Ou est-ce que c'est un élément fondamental ou est-ce que c'est juste une courroie de transmission bon, voilà, qui n'a servi qu'à ça. Donc du coup, on va essayer de conclure cette quadrilogie en deux parties. Donc, première partie, ça va être effectivement, ce n'est qu'une courroie de transmission. Et la deuxième partie, c'est plus qu'une courroie de transmission. Donc, du coup, on va commencer avec ce qui n'est pas original chez les Perses. Qu'est-ce qui n'est pas original? Qu'est-ce qui n'est pas propre à eux? Qu'est-ce qui n'est pas une fonction, une création de leur part, qui, donc, évidemment, aurait été adoptée et adaptée Attends, je par t'interromps juste une seconde pour voir si le son est plus équilibré, parce que Azat me disait que j'étais trop fort par rapport à toi. bah, c'est peut-être moi qui est trop faible, hein. Oui, oui, bah c'est pour ça que j'ai augmenté ton son, mais voir si ça fait un différentiel vraiment trop important, pour éviter effectivement que ce soit désagréable à l'écoute. Ouais, ça va, c'est un peu mieux équilibré, ok. Moi, je t'ai mis un Ah, peu plus mais fort. après, Azat, il n'y a pas de souci. Le cobaye tué, voilà. Le cobaye, tu restes. Voilà, ça fait plaisir. Merci en tout cas de pouvoir nous faire un étalonnage. Donc, du coup, on va tâcher de voir qu'est-ce qui n'est pas, euh, qu'est-ce qui n'est pas original chez les Achéménides, qui pourtant ont quand même géré et conquis et géré le Moyen-Orient, et le Moyen-Orient au sens large, pendant 250 ans. Donc on va pas revenir dessus, mais c'est quand même une période plus que respectable, hein, eu égard à
aux multiples empires, enfin, en tout cas, aux multiples structures à prétention impériale qui se sont succédées dans l'histoire de l'humanité, euh, l'Empire achéménide a quand même une durée tout à fait respectable. Et donc, on va d'abord commencer par qu'est-ce qui n'est pas original chez eux. À quoi, en vérité, à quoi est-ce qu'ils ont servi à rien? On pourrait dire que, pour commencer, qu'ils ont été essentiellement, et là on en a parlé lors des héritages, ils ont été essentiellement héritiers des structures impériales, des structures, on va dire, multi-étatiques, multi-étatiques, de la Mésopotamie. Ça a été bien évidemment le plus gros héritage qu'ils ont reçu et également le plus gros héritage qu'ils ont transmis, la structure administrative. Ils l'ont pas inventé et ils se sont glissés dedans, ils se sont coulés dedans et de la même façon, du coup, à commencer par les Séleucides, hein, bien entendu, ils ont repris, telles que les structures d'administration administrative du Moyen-Orient. Parce qu'attention, les Séleucides, à la base, c'est quand même des Grecs, enfin des Grecs, bon, des Macédoniens, certes, mais on va dire des gens de culture grecque. Donc, ils se sont glissés dedans. Et in fine, ils se sont glissés dans des structures préexistantes mésopotamiennes. On va pas se mentir. Si on persiste encore aujourd'hui à considérer que c'est le berceau de l'humanité, c'est pas uniquement en termes ethniques, en termes, voilà, c'est bien évidemment en termes structurels, en termes urbains, en termes administratifs, etc. Et donc, du coup, les Achéménides, bon, ils ont repris ce modèle-là. Euh, Clairement, notamment, par exemple, dans l'administration financière, ils ont totalement adopté on va dire la gestion des temples, qui étaient bien évidemment grands pourvoyeurs de revenus, mais surtout qui administraient, on en a déjà parlé, qui administraient énormément de territoires. Le territoire concret, le territoire réel, territoire géographique, était administré essentiellement par des temples, parce que c'était des terres qui appartenaient aux temples. Il y avait des terres qui appartenaient, on va dire, à la couronne, au roi, mais il y avait énormément de terres qui étaient administrées par les temples. Et donc ces temples-là, il fallait bien évidemment les caresser quand même dans le sens du poil, parce qu'au bout d'un moment, bon, si on se les mettait à dos, bon, ça pouvait générer des révoltes, des rébellions, générer des usurpateurs, etc. Donc, du coup, là-dessus, ils se sont totalement calés dessus. L'administration juridique aussi, bien évidemment. La loi était essentiellement une loi mésopotamienne. Alors, on va pas forcément revenir sur tous ces codes de loi, ces fameux codes, entre guillemets, hein, ces fameux codes de loi qui ont été inscrits dans la pierre, hein, bien sûr, le code d'Hammurabi, bien sûr, mais pas que lui. Il y en a eu d'autres avant lui, il y en a eu d'autres après lui. Mais bon, on va dire, cet aspect juridique, très juridique de la Mésopotamie était bien évidemment prégnante. Et bien évidemment, les Perses qui avaient eux-mêmes leur propre code juridique, mais bien évidemment, c'était un code juridique, c'était un code tout à fait implicite, c'était un code non écrit, c'était voilà, c'était une espèce de jurisprudence orale qui faisait loi, comme pratiquement tous les peuples pas de la steppe, mais encore, on va dire que tous les peuples non urbanisés, enfin non véritablement urbanisés. Mais bref, quand les Perses ont mis la main sur tous ces foyers de civilisation ancienne, bon, ils ont repris, bien entendu, ces structures administratives et judiciaires. Voilà. Ça, c'est pareil, ils n'ont pas inventé, ils se sont glissés dedans, avec bien évidemment une espèce de modulation par rapport à leur
à leur habitude à eux, de peuples nomades, semi-nomades, mais concrètement, ils se sont glissés, dans les pas juridiques de leurs prédécesseurs. Bon, encore un coup, ça aussi, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas inventé, ils s'en sont servis. Heu et tout ça, ils ont bien évidemment, ils ont transmis ça, volontairement ou involontairement, ils ont transmis ça à leurs héritiers. Bon, héritiers que nous avons détaillés dans les parties précédentes, ils en ont hérité. Parce que bien évidemment, un Seleucide, pour parler que d'eux, un Seleucide, bah, il s'est pas emmerdé la vie. Il a plaqué, sur son administration à lui, il a plaqué des modèles préexistants pour pas s'emmerder la vie, pour pas refaire, tout un corpus juridique, pour pas refaire voilà, on repart pas totalement ex nihilo, sur tout. Je me permets juste d'intervenir sur Azad qui dit qu'on peut comparer avec les peuples germaniques qui ont adopté en l'occurrence le droit romain progressivement, mais même à autre chose, même d'autres choses. Il est clair que quand tu envahis un territoire dans certaines circonstances, tu te contentes de reprendre ce qui existe. C'est différent effectivement dans certaines autres circonstances où notamment il y aura des différences religieuses plus marquées et surtout des rivalités de monothéisme. Par exemple, je sais pas, la conquête de la Sicile par les Normands, au hasard, je sais pas, mais je pense à ça. Voilà, tu es obligé de transformer profondément toutes les structures parce qu'il y a des conflits, notamment religieux et donc structurels, puisque le diocèse est une unité de structuration du territoire importante, mais bon, voilà. Donc oui, c'est clair que on peut comparer ça à d'autres. Après, bon, tout n'est pas comparable non plus, mais en ces temps-là, il est vrai que tu peux reprendre ce qui existe quand il existe quelque chose, parce que c'est aussi rare. Quand les Grecs, je sais pas, se baladent en Thrace ou autre, ils sont obligés de mettre en place dans les cités qu'ils vont fonder des structures propres parce que y a rien qui existe, quoi. Mais Tout oui. à fait. Tout à fait. Alors par contre, à ZAT, le problème de la comparaison, stricto sensu, c'est que les peuples germaniques, ils ont adopté le droit romain. Alors oui et non. Mmh, C'est-à-dire qu'en fait, mmh. ils ont adopté le droit romain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur, présence sur le «sol» entre guillemets «romain» leur a fait adopter le droit romain. Parce que sinon le droit romain en soi, il s'est pas diffusé dans leur territoire d'origine. Je veux dire, les germaniques, tous ces peuples germains, donc les Chérusques, les machins, tout ça, bon, bah, bah, On a fait une belle tier list sur le sujet. bah, pourquoi pas. Non, non, Euh, mais je l'ai fait, hein, les peuples barbares. oh, ah ouais, ouais, oui, oui, c'est vrai, mais j'étais plus concentré sur les peuples d'Asie, ou pas d'Asie Ouais, mais mineure, je mais pense que ce qu'il entend par là, effectivement, mais parce qu'il y a une similarité, c'est-à-dire que quand on parle en l'occurrence des Séleucides, euh, ils s'installent sur le territoire précédemment achéménide. Donc on reprend des structures qui existent et qui fonctionnent, alors peut-être effectivement la plus administrative que juridique ou linguistique, mais ça se comprend parce que tu as déjà quelque chose d'établi qui fonctionne. C'est un oui, petit peu oui, différent quand soit il y a rien ou soit il y a quelque chose qui est complètement oui, inadapté complètement. à la domination que tu vas mettre en place, quoi. Tout à fait, oui, effectivement, oui. Les Germains qui s'installent en Gaule, bien évidemment qu'ils adoptent le droit romain, oui, 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 tout à fait. Alors en même temps, quelque part, ils sont déjà acculturés parce que bon, ils ont quand même l'habitude des contacts avec les Romains, et donc ils voient que ça fonctionne et Oui, non, donc mais c'est pas tout à fait. Non, mais on est d'accord, c'est une comparaison. oui, Tout est oui, comparable. Tu sais, c'est comme les gens qui disent ce qu'on vit, c'est comme la fin de l'Empire romain. oui, Oui, quand tu cherches des choses, tu trouveras effectivement toujours des comparaisons valables oui. à des fins de civilisation. Sauf que est-ce que toutes les fins de civilisation sont les mêmes? Est-ce qu'on est vraiment dans une fin, bon, bref, voilà, ou les transformations de Oui, civilisation pour pas parler de fin. Mais voilà, je pense que effectivement tout est, oui, oui, c'est une comparaison. complètement. C'est toujours valable ou pas selon l'angle que tu prends pour Ah mais réfracter la lumière, quoi. voilà, j'ai envie de te dire, tous les angles sont valables, Ouais. à condition que, les angles que tu choisis, bah, démontrent, en fait, le but que tu veux, bah, que tu veux démontrer, quoi, hein, voilà. Et il y a j'en finis là-dessus parce que tu dis qu'il y a plusieurs fins d'Empire romain. Si on prend
d'un point de vue, parce que Azad dit ça, si on prend d'un point de vue vraiment presque strictement temporel et tout ça, la fin de l'Empire romain d'Occident comme la fin de l'Empire romain d'Orient, même si elles se déroulent de façon complètement différente et sont pas tout à fait comparables, on a des gens qui arrivent, que ce soit effectivement les peuples germaniques ou les Ottomans, qui vont dans un certain sens se fondre dans un moule qui existe. Les Ottomans reprennent beaucoup d'éléments de l'impérium voilà, byzantin. Avec cette problématique effectivement de la religion qui change beaucoup de choses. Mais on ne supprime pas la population. Je le ferai d'ailleurs dans une vidéo littéraire, mais il faut bien se rendre compte que la présence grecque, elle est encore très longue jusqu'au grand transfert de population, la grande catastrophe et le traité de Lausanne en 1923, qu'on aura effectivement une présence grecque très importante. Donc voilà, c'est très difficile au-delà de dire qu'on a des similarités selon l'angle, en plus de ça, d'envisager toutes ces similarités dans toutes les structures, les composantes, les dynamiques d'une population. On le fera, mais c'est un travail que je ferai, hein, encore une fois, de savoir ce que c'est d'une fin de civilisation. Tout à fait, c'est hyper intéressant, mais c'est à la fois intéressant, mais à la fois très complexe aussi. C'est hyper Parce dur, qu'effectivement, d'accord. ouais, parce que contrairement, effectivement, là tu parles de 1923, mais même en remontant un petit peu, et quand je dis un petit peu, c'est un petit peu, c'est-à-dire l'État moderne, de par on va dire la distinction historiographique communément admise, voilà, c'est assez compliqué parce que contrairement à l'Antiquité, et quand je dis l'Antiquité, bon là on est en plein dedans, hein, contrairement à l'Antiquité, il n'y a pas de notion, enfin dans l'Antiquité, il n'y a pas cette notion effectivement religieuse qui potentiellement est assez totalitaire. Contrairement à, je pense, hein, contrairement, enfin en tout cas beaucoup moins par rapport à l'impérialisme classique, à l'impérialisme antique, où il n'y avait pas cette notion J'entends, t'as totalitarisme. raison, mais après ce totalitarisme-là, il est celui aussi d'une structure étatique qui a évolué et d'une population en fait qui doit correspondre, parce qu'elle est devenue tellement importante cette religion qu'effectivement on a une tentative de faire correspondre un État à la religion. Alors attends, on toque. Attends, 2 secondes. Attends. Oui. Oui. C'est l'interruption. Oui. Il faut ouvrir la porte. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est du live. C'est du live. Bisous ma poule. Allez, bonne nuit. Je voulais te dire que, Nous t'as sommes en live. commencé là. Oui, j'ai commencé, oui. Ah. Oui. Allez, va. Je voulais dire que Ah, je c'est voulais mignon. dire Ouais. Allez, bisous. Bonne nuit. Ouais. Ouais. elle en a. C'est beau. Allez, vas-y, continue, excuse-moi. Vas-y. Il y a pas de souci. Oh putain, c'est Corentin le papa. Non, au secours. Merci Azat. Mais non, voilà, c'est vrai que non, franchement, je pense qu'aussi que voilà, franchement, alors effectivement, il y a des bémols, mais je pense qu'aussi quand même, il y a cette dimension totalisante Ouais, mais je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais elle l'est par nécessité. Parce qu'en fait, ça a pris un tel poids, l'aspect religieux, que pour le contrôle de ta population et le bon ordre social, tu es obligé un petit peu d'imposer et tout ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être un mouvement qui vient aussi autant d'en bas que d'en haut. Mais oui, in fine, ça devient ouais, un peu totalisant. Voilà, on va dire ça. ouais, Ça devient un fait ce global. qui, Ouais. ce qui n'existait pas, Mm. ce qui n'existait pas à l'époque. C'est vrai. Euh, les impérialismes antiques étaient pas du tout, enfin pas du tout. Si, il était toujours un petit peu, mais certainement pas à ce degré-là de Oui, oui, totalitarisme. ça n'avait pas la même importance, on est d'accord. Ouais. Alors, bien évidemment, c'était mieux, c'était bien. Il y a même eu bien évidemment, des empires, ou en tout cas des structures étatiques assez étendues, qui ont imposé leur religion, leur dieu, etc. Mais on baignait quand même, malgré tout, dans une espèce de polythéisme. Des fois, bon, on s'approchait du monothéisme, mais ça baignait dans une espèce de polythéisme, on va dire, plus ou moins généreux. Ça allait. C'était pas quelque chose qui était fondamental dans l'expression de la domination territoriale.
Bon, il y a eu des par la suite, effectivement, il y a eu des moments où, c'était, consubstantiel à la domination territoriale. C'était la domination religieuse, à l'exclusion Mais de tout. ça s'explique parce que, et j'en parlerai dans le cas de l'Afrique du Nord par exemple, c'est que si tu veux, à la fin, par exemple pour te définir, une fois que l'Empire, on va dire romain pour faire simple, même si on sait que c'est plus compliqué, mais peu importe, disparaît, euh, tu te, comment te définir romain alors que tu es devenu sujet barbare? Eh ben, par exemple, la religion, donc le christianisme, te permet de te définir comme, alors en l'occurrence la foi nicéenne par rapport notamment aux différentes hérésies ariennes par exemple. Voilà, ça te permet de te définir comme romain parce que l'autre est arien. Donc, quand à la fin, en fait, tu n'as plus que ça pour te définir, Oui, donc ça prend de l'importance. c'est un facteur d'identification, bien sûr, Voilà, hein. ça le devient, ça le devient. Donc du coup, effectivement, et je pense qu'après, c'est une continuité et tu te définis plus que par ton ethnie, tu finis effectivement par te définir Alors, par ta je religion, quoi. je suis d'accord dans le sens où c'est quelque chose qui vient, dans certains effectivement, dans certains cas de figure, c'est quelque chose qui vient, après coup. C'est quelque chose qui vient parce qu'on a besoin, l'être humain a besoin de se définir. Donc du coup, ça pourquoi pas adopter effectivement cette définition-là, cette façon de se définir, pourquoi pas? Après, il y a d'autres mécanismes qui, eux, par contre, ne comment dire? Heu, te contraignent pas à te définir après coup, mais qui te contraignent à te définir avant. Non, c'est attends, oui, je suis désolé, je réponds en même temps. Je suis d'accord avec toi. Mais le truc, si tu veux, c'est que Azat, il faut que tu comprennes, c'est pas une question ethnique. C'est pas, ça n'a jamais été. Mais comment se définir romain? Quand tu prends l'édit de Caracalla, il donne la citoyenneté romaine à tous les sujets de l'empire. Les sujets de l'empire, c'est quoi? C'est les gens qui rendent hommage à l'empereur. Enfin bref, se sentir romain, c'est les historiens diraient que il y a aussi une dimension psychologique et tout ça. Par contre, à partir de la phase des monothéismes. Et notamment la phase d'écroulement de l'Empire romain et l'identification après des royaumes à leur religion, c'est-à-dire que les Visigoths seront au début ariens, ça les définit face aux Francs qui vont plutôt choisir la voie, on va dire, de la foi nicéenne. Ça devient un facteur d'identification quand l'Empire s'écroule et quand la dimension, on va dire, de la Romanitas en tant que citoyenneté romaine s'effondre parce que tu n'es plus, voilà, tu n'es plus citoyen romain, tu es sujet d'un empire, d'un royaume barbare et donc qu'est-ce qui reste de ta romanité? Une culture, effectivement, mais quand l'envahisseur commence à avoir la même culture que toi, ça ne suffit plus, et donc effectivement, tu n'as plus que le fait religieux. Mais encore une fois, on en reparlera de ce sujet-là, et oui, en fait, avec le monothéisme, c'est clair que le fait religieux devient essentiel là-dessus, on est d'accord, Idargos. Voilà. Bah, Bah, vas-y, je te laisse, excuse-moi. il y a pas de souci, mais c'est vrai que le monothéisme et je pense aussi, je me demande même dans quelle mesure tous ces empires qui se sont succédés, avant les monothéismes religieux, ont certainement parce que bon, faut pas se mentir, ils étaient pas plus cons que les autres. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, ils ont dû avoir la tentation, effectivement, du monothéisme. Parce que c'est simplificateur, parce que c'est unificateur, ça parle à la grande majorité, et cetera, avec, quelques dogmes bien placés, avec un credo bien cadré. Voilà, quelque part, c'est un facteur d'unification mais je pense que tous les empires, en tout cas on va dire les structures, territoriales significatives, ont dû à un moment donné ou à un autre se poser la question du Mais je monothéisme. pense que ça va aussi avec un contrôle. Alors, parfois, je pense que l'Égypte, par exemple, pharaonique, correspond assez bien à finalement un territoire, une religion, même un polythéisme. Je pense aussi que ça se développe avec le fait d'avoir un État qui se développe et donc des structures de contrôle beaucoup plus abouties. Et donc, tu ne peux moins tolérer la différence, qui est un facteur de dissension. Ou voilà, je pense qu'il y a aussi un peu de Ah ça. Je pense oui, que les deux évoluent un petit peu, mais c'est très difficile. En fait, on fait du ouais, PMU là ouais, parce que je réfléchis en c'est même temps, mais ça non, demanderait de se poser un petit peu, quoi. mais tu as raison, Nanos. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est subtil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à quel moment, bon, je veux dire, Akhenaton, bon, bah, il a essayé. Après, c'était peut-être pas le bon timing parce que voilà, il s'est heurté au clergé de Thèbes, etc. Il a voulu lui faire un monothéisme, quoi. Voilà, quoi. Mhm. Bah, c'est plus le panthéon, c'est plus le panthéon classique. Bah non, c'est juste Aton. Ah, voilà, Aton, le dieu soleil. Très beau village de Moselle aussi, Athon. Mais ouais, je suis d'accord.
Mais non, Et mais c'est un non, timing. mais Je pense que c'est un par timing. exemple, les Juifs dans l'histoire de ces empires moyen-orientaux, on l'a vu avec les Babyloniens, mais c'est pas les seuls, les Romains Ouais. aussi, même si on me dira que Flavius Joseph était super romain, très très bien, hein, mais les Juifs ont toujours posé problème parce que, effectivement, ce monothéisme qui place Dieu un petit peu au-dessus, Assez exclusif. bah C'est voilà, c'est totalement problématique. exclusif. C'est à la fois exclusif en termes de, on va dire, de structure religieuse, c'est totalement exclusif, et en même temps, ça épouse visiblement, en tout cas, et encore, bon, on va dire encore aujourd'hui, ça épouse totalement une espèce de facilité, j'ai presque envie de dire génétique, pour accepter ça et pour l'accepter, pour le diffuser, pour le défendre, et cetera. Au bout d'un moment, là aussi, c'est une espèce de, comment dire, de conjonction particulière. C'est très difficile, c'est très compliqué, c'est très subtil d'arriver à associer à la fois un dogme exclusif et en même temps un peuple qui soit prêt à Mais l'accepter, à le diffuser et à dire, voilà, nous, on est comme ça et pas autrement. Et tu sais, je me souviens dans la première session, tu disais quand même que on va dire que l'invasion perse, la tentative d'invasion perse sur les Grecs reposait aussi sur une dimension religieuse. Quand moi je te disais qu'il y avait un côté Oui, punition politique, peut-être ou autre, tu me disais qu'il y avait cet aspect, ouais, ils avaient manqué complètement. de respect au, je sais pas quoi, fils du feu Exactement. sacré ou de mes Alors couilles. oui, 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 parce qu'effectivement, là aussi c'est pareil, ça fait partie un petit, enfin, c'est typiquement perse, mais après c'est toujours pareil. Est-ce que c'est typiquement perse? Est-ce que c'est un héritage? On pense que c'est typiquement perse, mais pour autant, si on prend les Assyriens donc, Marduk, bon, c'était le dieu suprême. C'était un polythéisme, bon, un polythéisme, bon, un petit peu matiné de monothéisme, mais voilà, et quelque part, le roi, le grand roi, l'empereur assyrien, n'était que le vicaire du dieu Mhm. Marduk. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, son but dans la vie, le but de l'empire, le but de la royauté, le but de la dynastie n'était qu'une seule chose, c'était de dépendre, de développer le royaume du dieu Marduk. Et en ça, les Perses ne sont pas très originaux, parce qu'eux aussi, même s'ils sont beaucoup moins exclusifs que les Assyriens, eux c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la vérité et le mensonge. Ça, par contre, alors peut-être qu'il faudra que je, bon, il faudrait peut-être que je revienne faire Un un truc truc. plus religieux sur Ouais, le ouais, zoroastrisme, ouais, 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 l'avestisme, tout voilà. ça. Ouais, Ouais, pourquoi ouais, pas, hein. Pourquoi pas. exactement, exactement, parce que c'est bizarrement, et c'est pour ça que d'un côté, c'est pas surprenant que le manichéisme Oui, soit oui, 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 c'est très binaire, on oui. est là-dedans, Oui. parce que effectivement, c'est très binaire. Il y a la vérité et le mensonge. Arta et droga. Il y a la vérité, Arta, et le mensonge, c'est droga. Donc, par principe, en même temps, même si c'est toujours un petit peu matiné de politique, parce que bien entendu, ceux qui me défient, ceux qui se rebellent, sont Non, forcément puis des menteurs. encore une fois, il faut avoir les moyens de convertir, donc ça veut dire un clergé nombreux répandu, il faut quand même une structuration. Tu vois, le fait de reprendre les diocèses romains pour l'aspect, on va dire, chrétien, se Ouais, fondre dedans, tout ça, c'est le remplacement de l'édile municipal par le prêtre comme autorité civile. Tout ça, tout à fait. ça facilite un peu. Donc c'est vrai qu'il y a des bons moments pour le faire. Il y a des endroits. Enfin, tu vois, c'est la conjonction du bon moment, du bon lieu et tout ça. Et je finirai. Ouais, Après, on passera à la suite. Après, ouais, sur la conclusion du propos, il faut bien comprendre quand on parle d'un monothéisme. Peut-être plus totalitaire. Enfin, moi, je vois ça autrement, mais ça, c'est pas très important. On parle pas non plus d'un niveau de violence plus ou moins important, hein. Quand tu parlais tout à l'heure des Assyriens, je veux dire, ils apprécient empaler toute une ville. Voilà, donc c'est pas le niveau de violence non plus dont on parle. C'est un aspect de contrôle, non, non, contrôle non, des âmes, de contrôle des vies, de contrôle un peu de sa population. Cujus regio, ejus religio, c'est ça qu'on disait. Tel prince, telle religion. Donc voilà, c'est un Pius, peu ça. Pius. Couillous, ouais. Ouais. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a toujours tendance, et c'est vrai que là aussi c'est pareil. Là, par contre, je trouve que c'est très contemporain cette manie effectivement de prendre des exemples, de prendre des exemples sortis de leur contexte, ou en tout cas des exemples sur
surreprésenté, surévalué, pour justement mettre ça en rapport avec des soi-disant, bien sûr, des bonnes actions ou en tout cas des bonnes pratiques, des bonnes morales que nous aurions. Mais même si on va considérer qu'effectivement, empaler les gens, c'est pas bien, je dirais écorcher vif les gens pour prendre leur peau, pour tapisser ces murs avec la peau des gens que je viens d'écorcher, c'est pas bien. On est bien d'accord là-dessus. Pour autant, heu, en termes de rapport, de ratio, quantité, efficacité, on est quand même très loin on va dire de drames absolus, qui ont pu se produire plus tard et quand je dis plus tard, c'est pas forcément entre 39 et 45. Ah ouais, parce que là, Heu, j'allais te dire, c'est pas la faute du monothéisme, hein. Là, je pense que on complètement. n'a pas eu besoin de lui pour commettre des choses absolument abominables, hein. Exactement. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, qu'on me dise je veux dire, moi, je veux bien qu'on critique, qui on veut, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi un petit peu ou davantage en tout cas, critiquer un Tamerlan, C'est critiquer un vrai. Gengis Khan, Ça, c'est à vrai, ce niveau-là, c'est vrai. Non, à non, ce mais ça, niveau-là. on les oublie beaucoup. Mais ça, c'est le problème de cette, bon, c'est le problème de la culpabilité occidentale, d'un regard Oui, aussi oui, oui, oui. qui est plus facile sur des civilisations très anciennes où il n'y a pas d'enjeu actuel. C'est-à-dire que quand tu critiques, alors un Gengis Khan, tout le monde s'en branle, je pense, un Tamerlan, c'est plus embêtant parce qu'il va falloir parler de sa religion et dire que, bon, bah, effectivement, ou de l'Empire ottoman et de la traite des Blanches, voilà, enfin, c'est tout un truc. Mais ça, c'est le boulot des historiens. Après, quand tu fais du café du commerce, comme on peut le faire là, bon, bah, tu peux un peu tout mélanger et ça, Oui, c'est oui. juste des pistes Mais pour les gens ou des propos. voilà, mais c'est vrai que, on peut quand même considérer que on va dire, en étant, on va dire, en étant un minimum, honnête, un minimum lucide, un minimum, je vais pas dire qu'on le soit, parfaitement, mais en étant un minimum lucide et honnête, OK, il y a eu des choses, assez horribles, aussi assez dramatiques, mais pour autant, on ne peut pas non plus parler de politique, religieuse exclusive. C'était une politique de terreur, certes, avec leurs moyens de l'époque, avec la diffusion de l'information qui était la leur à l'époque et qui est restée comme ça pendant quand même des milliers d'années, voilà, jusqu'à la révolution industrielle que j'espère voir la fin de Ouais, le de 27 de ce qui normalement. Mm. brosse, mais voilà, jusqu'à la révolution industrielle, en tout état de cause, je suis désolé, tout ce qui était, politique de terreur, c'était limité. Ça faisait ce que ça pouvait, on en parlait, ouais, certes, mais enfin, il y aurait pas la Bible, par exemple, il y aurait pas la Bible, qui parlerait encore? Qui aurait un souvenir des atrocités commises, par exemple, par les rois assyriens? Qui aurait encore un Ah oui, mais souvenir c'est pas du parce que l'histoire oublie les choses que on elle doit n'existe les pas, oublier ou qu'elles d'accord. n'existent pas, oui. Parce que bon, si tu filais des Kalachnikov aux Assyriens, je sais pas ce qu'ils auraient fait. Mais Ah mais bon, complètement, peu importe. Vas-y, continue parce qu'on mais on va partir. oui, oui, Vas-y, on vas-y. va grave dévier. Reprends le Mais propos. enfin, juste pour terminer sur la connerie, j'ai quand même, il y a 20, bah, 20, ouais, si, 20 ans, oh, peut-être pas 20 ans, mais au moins 15 ans, bien bon. Il y a 15 ans, sur un forum historique, comme ça, gentiment, on parlait gentiment entre gens gentils. Bon, il y a quand même un mec, à un moment donné, qui a essayé de convaincre le monde, enfin tout le monde, que, bah, à l'époque, effectivement, il y avait sous le Quirinal, hein, bien sûr, à l'époque impériale romaine, sous le Quirinal, bah, les Romains, ils avaient des avions de chasse. Voilà. Oui, bah écoute, les pyramides font bien de l'électricité, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ouais, ouais. Ah oui, non, mais je veux dire, mais attention, et en plus, bon, c'était pas forcément quelqu'un, enfin, comme c'est pas forcément quelqu'un de forcément crédule, de forcément, mais je dirais qui te soutenait que ouais, mais quand tu lui dis, bah, quand tu essaies de lui dire, quand tu Non, essayais c'est de comment on appelle ça? C'est l'effet machin. Tu perdras toujours plus de. J'ai oublié le nom, mais tu perdras toujours plus de temps à ah réfuter oui, quelque oui, chose qu'à avancer oui, une oui, connerie, hein. oui, C'est ce que mais ouais, c'est ce qui fait le lit de certaines chaînes YouTube qui racontent des choses discutables parce que tu perds plus de temps à leur montrer que c'est pas bah, vrai, que voilà, et mais voilà, bien sûr. après c'est quand même tout bête, tu dis au bout d'un moment, tu dis: «OK, pourquoi pas?»
Admettons, parce que évidemment, bon, ouais, non, j'étais pas là, bah non, j'étais pas là, non, non, effectivement. Par contre, si vraiment les Romains avaient eu des agents de chasse, explique-moi pourquoi ils sont plus là, les Romains, parce que bon, au bout d'un moment, Non, il y a même pas de discussion, c'est n'importe quoi. mais bref, c'est n'importe quoi. Mais bref, ça existe. Et donc, du coup, de la même façon, il y a cette espèce de prégnance sur une politique de terreur. Alors que oui, que les Assyriens ont essayé de mener. Bon, après, c'était leur truc à eux. Ça a réussi plus ou moins. Bien sûr, hein, ça leur a épargné certainement un gros paquet de révoltes. Bon, ça en a déclenché d'autres. Les Perses, non. Les Perses, non. Les Perses ont pas été là-dedans. Mais pour autant, bon, il y avait quand même cette espèce de volonté d'asseoir un petit peu la prééminence du panthéon zoroastriste, hein. Voilà. Et donc, du coup, à ce niveau-là, ils sont pas tellement originaux. Ils ont fait comme ceux avant eux, comme ceux après eux. Voilà. On a bien digressé, mais bon, ni plus ni moins, ce sont des choses qui se faisaient. Du coup, on peut dire également que les royaumes des successeurs, donc bon, évidemment les Séleucides en premier lieu, mais après les Antigonides aussi, au moins dans un premier temps, puisque les Antigonides avaient l'Anatolie, les Ptolémées, bien sûr, en Égypte, ils ont repris stricto sensu l'organisation achéménide. Les fameux nomes égyptiens, donc les découpages administratifs de l'Égypte, les noms, ce sont en grec, ce sont des noms, les nomos, enfin les nomos, non, les nomoi. Bref, ce sont des découpages achéménides. Les découpages des provinces de l'Égypte ptolémaïque, ce sont des découpages achéménides. Ce sont ni plus ni moins que les découpages de la province égyptienne en sous-province. Bon, c'est achéménide. Euh, qui eux-mêmes avaient repris ça, bah oui, bien entendu, de l'Égypte pharaonique, et qui elle-même avait déjà découpé, bah, après selon des structures plus ou moins géographiques, hein, voilà. Là, il y a un fleuve, hop, ça marque une frontière. Là, il y a une chaîne de collines, hop, ça marque une frontière, etc. Donc les Achéménides ont fait ça, et bah, du coup, bien évidemment, ils ont assié ça sur des structures administratives avec un gouverneur, donc un satrape, le satrape de l'Égypte, avec des sous-gouverneurs, hein, voilà. Et donc, du coup, bon, les Ptolémées ont repris ça. Les Séleucides ont repris ça également, ont repris exactement le même découpage. Donc, à ce niveau-là, bon, les Perses, ils ont transmis ça. Ils n'ont pas véritablement inventé. Au bout d'un moment, bon, quand on arrive à devoir gérer un territoire relativement étendu, bon, les structures administratives, on ne peut pas forcément les inventer comme ça. On reprend des choses, on rajoute son petite pincée de sel dessus, mais au final, on n'invente rien. De la même façon, la perception du tribut, puisque essentiellement, les impôts, c'est la terre. C'est une perception de tribut sur la terre, sur un territoire. Les impôts, il n'y a pas de TVA. Même si, bon, il y a des tentatives, hein, on ne va pas se mentir. De toute façon, de tout temps, les structures étatiques ont toujours essayé de grappiller du pognon de plus de façon possible. Mais pour autant, essentiellement, les impôts, c'est la terre. Tu possèdes une terre, tu dois payer une taxe. Voilà. Le commerce, hein, bien évidemment. Tu fais transiter des marchandises d'un endroit à un autre, tu vas payer une taxe. Voilà. Ça aussi, c'est pareil. Ils l'ont pas inventé. C'est quelque chose qui existe depuis la naissance des rapports humains, depuis la naissance, pas de l'humanité, mais au moins depuis la naissance des rapports humains entre on va dire, organisations plus ou moins éloignées. Voilà, on a toujours essayé de gagner du pognon sur le fait de s'échanger des marchandises. À ce niveau-là, ils n'ont rien inventé. Et ceux qui nous ont suivis ont rien inventé non plus. Ils ont juste, voilà, repris le même principe, quoi, le même découpage. Donc du coup, au final, on peut se dire que les Perses, c'est un épisode dans la longue succession de gestionnaires du Moyen-Orient, on va dire,
dans des entités plus ou moins petites, plus ou moins centralisatrices, plus ou moins étatiques, mais plus ou moins, ils ont rien inventé. Ils ont rien, ils ont pas innové. Ils n'ont fait que transmettre des choses qui existaient déjà à plus petite échelle, bien sûr, parce que bon, niveau territorial, le territoire considéré était plus petit, mais pour autant, ils ont rien inventé. Donc c'est aussi pour ça que, notamment, les Grecs, donc les penseurs grecs, puisque les Grecs pensent beaucoup, bon, ils s'enculent, mais ils pensent aussi beaucoup. Du coup, les Grecs qui nous ont transmis quand même, pour l'essentiel, ce qu'on peut avoir retenu, de la période achéménide, notamment des territoires achéménides, les Grecs, bon, pour eux, il y avait rien de spécial, à en retenir, quoi. Enfin, en termes de transmission, en termes d'innovation, en termes de ceci, il n'y avait rien de spécial à retenir. Bon, voilà, ils étaient ouais, bon, bah, OK, au lieu d'avoir, 50 000 km², ils en avaient 3 millions, mais sinon, rien de spécial. Et c'est là où le bât blesse quand même, parce qu'on peut quand même se dire que sur 250 ans de présence, hein, effective, peut quand même se dire, mais quand même, est-ce que vraiment ils ont rien créé de particulier pour maintenir cet empire? Ben, c'est vraiment le premier, entre guillemets, le premier empire aussi étendu, qui soit multiethnique, etc., multiconfessionnel, etc. Euh, Quand même, c'est pas possible qu'ils se soient contentés de juste reprendre des recettes qui marchaient, on va dire sur 50 000 km², mais on va prendre les mêmes recettes, mais on va l'étendre à 3 millions de km², de l'Égypte jusqu'à l'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est déjà impossible. Donc, on ne peut pas imaginer qu'à l'époque, ils se soient simplement contentés de reprendre des recettes qui marchouillaient, puis dire, bon, mais c'est bon, mais on va faire pareil, mais en plus grand, puis ça va le faire. Voilà, c'est là où le bât blesse, parce que beaucoup d'historiens se, se, se sont demandé, mais depuis longtemps, hein, Hmm. 150, 200 ans, beaucoup d'historiens se sont demandé, mais non, il y a quand même quelque chose de pas clair. C'est pas possible que des recettes qui pouvaient marcher sur on va dire des territoires limités, avec des structures limitées, avec des peuples, on va dire plus ou moins homogènes, c'est pas possible que quelque chose ait pu être utilisé de la même façon sur quelque chose d'aussi hétérogène que l'empire achéménide. Alors effectivement, on peut quand même se dire qu'il y a eu des choses qui ont été totalement nouvelles, jamais vues avant, et que du coup, la force des choses nous contraint à se dire que bah, ça a été créé pour l'occasion, ça a été inventé, sous la contrainte peut-être, mais ça a été vraiment créé pour l'occasion. Alors notamment, cette espèce de royauté universelle, qui était le grand roi perse. Oui, donc Il avait là, je me permets, on est dans une partie peut-être, on a évoqué comment dirais-je, l'Empire en tant que strict continuateur, enfin les Achéménides comme strict ouais, ouais, continuateur, sans... Et là, on entre dans quelque chose où on a un peu plus, où on va tenter de dire qu'ils sont un petit peu plus quand même qu'une simple roi, il y a des quoi. spécificités. Ouais, ouais, il y a des spécificités qui, quand même, pourraient donner à penser que sans ces spécificités purement achéménides introduites dans la gestion de l'Empire, peut-être que l'Empire n'aurait jamais duré aussi longtemps. Il aurait duré aussi longtemps que l'Empire napoléonien. Voilà. Même si le code Napoléon, lui, par contre, il a changé quand même. Ah oui, oui, Mais oui, 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 pas tout à que, fait. oui, effectivement. Tout à fait. Mais oui, voilà. Et il y a déjà effectivement cette notion de royauté universelle. Même si c'est pas les premiers, parce que là aussi c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, les Assyriens avaient également une espèce de prétention hégémonique sur le monde entier. C'était le plan, voilà. Bon, on va dire, c'était le but final. Mais bon, ils étaient quand même, entre guillemets, ils savaient très bien que bon, il n'y avait pas forcément moyen, surtout que le monde, bon, on ne savait pas trop où il s'arrêtait, quoi. Alors que les Perses avaient quand même une notion, je pense, beaucoup plus euh, précise, beaucoup plus prégnante de l'étendue
des terres, de l'étendue du monde, en fait, tel qu'il est. Euh, Puisque grâce à l'héritage anatolien, les Perses ont été en contact avec le monde grec. Donc déjà, ils savaient que la Grèce, ça se limitait pas à l'Ionie. Ils savaient que la Grèce, ça allait plus loin, ça allait sur le continent européen et que derrière, potentiellement, il y avait d'autres gens. L'Égypte, c'est bien, mais il y a la Libye et encore derrière la Libye, il y a d'autres choses. Bref, je pense que les Perses enfin, ils avaient une notion un peu plus précise, un peu plus réelle de l'étendue réelle. Ah, il y a Pierrot, tiens, salut Pierrot. Salut Pierrot, de l'étendue du monde. Donc du coup, leur prétention universelle à eux, quelque part, elle avait un peu plus de poids et surtout un petit peu plus de fondement. Parce qu'effectivement, le monde est vaste, le monde est grand, mais il est du devoir du grand roi d'étendre et de répandre euh, les terres d'Ahura Mazda. Et donc, du coup, cette royauté universelle, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que tout devait être englobé là-dedans. Même si on se fondait, même si on se coulait dans les modèles religieux locaux, donc, comme on a vu précédemment, d'aller sacrifier le taureau à Pis, hein, bien sûr, à Thèbes, pour en faire plaisir au clergé égyptien, ouais, c'est une chose. Mais au final, toutes les terres sont le royaume d'Ahura Mazda. Et donc, cette espèce de royauté universelle, puisque le roi est le dépositaire de la volonté d'Ahura Mazda, et donc il est chargé de répandre, d'étendre le royaume terrestre de la divinité, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le sens où, quels que soient les territoires qu'on conquiert, à un moment donné ou à un autre, ils doivent tomber sous la coupe de la vérité et du roi de la vérité, Ahura Mazda. Parce que Ahura Mazda, concrètement, c'est ça, comment dire, c'est la traduction de son nom. Ahura Mazda, c'est ça, c'est le roi vérité. Voilà, c'est le définisseur de ce qui est bon, de ce qui est juste. Donc voilà, cette royauté universelle, elle est très prégnante, même si, bon, elle n'est pas toujours applicable, il faut toujours se plier un petit peu aux contraintes locales. Parce que bon, dans les médias, on ne peut pas non plus se taper 50 000 révoltes en permanence, mais il y a quand même toujours en arrière-plan, il y a toujours cette volonté, et notamment cette volonté manifeste, ne serait-ce que dans tout ce qui est manifestation picturale de la puissance des grands rois, systématiquement, toujours, il y a Ahura Mazda, voilà. Systématiquement, il y a cette dimension religieuse quand même. Alors, elle n'est pas imposée autant qu'ils aimeraient peut-être, autant qu'ils auraient aimé l'imposer, mais en tout cas, elle est toujours en arrière-plan, au moins dans dans leur psychologie, de toujours, voilà, d'étendre le royaume d'Ahura Mazda, le royaume de la vérité sur le mensonge. Donc, cette royauté universelle, donc via cette dimension religieuse, cette royauté universelle qui doit s'établir sur tout et sur tous, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, d'assez nouveau, parce que eux, non seulement ils en avaient l'envie, j'ai envie de dire l'envie théologique, mais en plus, ils en avaient les moyens concrets. Voilà. Considérant le territoire qu'il y C'est avait ça, c'est qu'ils ont un territoire important où ça prend une autre dimension de vouloir imposer une certaine unité. C'est pas pareil quand tu le fais effectivement sur ton petit bassin mésopotamien ou quand tu le fais sur un territoire qui s'étend de la exact, Turquie à l'Afghanistan, quoi. exactement. Donc du coup, là aussi, je me demande effectivement, là aussi, dans quelle mesure cette volonté c'est pas développée ou est pas devenue particulièrement prégnante dans la mesure où ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils géraient quand même beaucoup de territoires. Et donc, ils se sont dit, mais bon, au bout d'un moment, bon, peut quand même se dire que là, notre but, c'est quand même d'être roi du monde, quoi. Parce que là, on en a quand même la moitié, un tiers, un quart, peu importe. Mais bon, voilà, il va falloir qu'on y arrive là. Donc oui, je pense que là aussi, ça a peut-être un effet boule de neige, hein, bien sûr. On y croit parce que c'est vrai, et puis parce que C'est c'est ça, bon, c'est ce on y qu'on disait croit. au début. C'est une question, ce qu'on parlait pour les monothéismes, c'est aussi une question de moment, d'étendue du territoire, de Oui, contrôle du territoire nécessaire parce que l'altérité est un facteur de division. Enfin voilà,
c'est une prise de conscience qui est à retracer dans le temps, mais c'est toujours très Tout à complexe, hein. fait. Ah, tout à fait. Et en plus, avec la difficulté supplémentaire, c'est que nous, aujourd'hui, ouais, ces concepts-là, on arrive à peu près à les visualiser, on arrive à peu près à les imaginer, on arrive à peu près à les comprendre. Mais il faut quand même se dire qu'à l'époque, avec la diffusion de l'information, enfin la faible diffusion de l'information, en tout cas la diffusion compliquée de l'information, la diffusion compliquée des éléments de langage, la diffusion compliquée on va dire de symboles étatiques, de symboles royaux, de symboles d'unité unitaire. C'est à l'époque, voilà, c'est compliqué d'arriver à se faire une idée de tout ça, d'arriver à le théoriser, d'arriver à en faire quelque part une doctrine de développement. C'est quand même très difficile. Et pour autant, il y a quand même des éléments qui font penser que ils y sont arrivés. Ils sont arrivés à théoriser tout ça et à se dire que potentiellement, il y avait moyen d'y arriver. Même si on ne connaît pas les limites du monde, on ne connaît pas les limites de l'humanité en soi, parce que bon voilà, au bout d'un moment, Hérodote nous raconte quand même qu'il y a les fourmis chercheurs d'or, les fourmis géantes chercheurs d'or. Bon, ouais, pourtant Hérodote, voilà, on va dire, il est considéré comme étant le père de l'histoire. Bon, voilà, je veux dire, il y a quand même des trucs, il y a quand même des limitations gigantesques, mais pour autant, ils avaient quand même une espèce on va dire, d'impression, de sentiment, de sensation qu'il y avait moyen d'y arriver. Donc, du coup, ça, par contre, c'est assez nouveau. Après, bien évidemment, l'empire, leur empire, il est multi-ethnique, hein, multiculturel, il est tout ce qu'on veut. Alors là, je veux dire, l'enrichissement, il est à fond les ballons. Et ça aussi, c'est pareil, c'est pas un des premiers, mais c'est un de ceux qui, là encore, de par son étendue, embrasse un nombre de cultures et d'ethnies, mais alors radicalement différents. Alors bien sûr, l'Empire assyrien ouais, a été un peu pareil, mais l'Empire achéménide, c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les Macédoniens qui payent tribut, donc concrètement, bah, c'est les Larbins, hein, c'est voilà, les Macédoniens, en Macédoine, en Grèce continentale. Et dans le même temps, il y a bah, les nomades des steppes, voilà, les ancêtres des Mongols. Il y a bien évidemment les Indiens du Gange, hein. Il y a dans la même foulée, il y a les Arabes de l'Arabie. Ça va jusqu'à évidemment au royaume de Saba, tout ça. Mais très loin, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de la péninsule arabique, hein, jusqu'au Yémen, hein, voilà. Bien évidemment, il y a l'Égypte, jusqu'en Nubie. Il y a les garnisons perses bah, jusqu'en Nubie, voilà, tout simplement. Donc, il y a eu des soldats perses, de Perses, hein, ethniquement perses, qui étaient en garnison en Éthiopie, voilà. Pas au Soudan, on va dire, au Soudan plutôt. Au Soudan, bon, les Perses au Soudan, voilà. Et en Libye également, hein, voilà, vers Carthage, tout ça, vers les Puniques, pas les ancêtres des Puniques. Enfin, si, c'était les Puniques déjà. Donc voilà, donc l'Empire était totalement multiethnique. Et tout ça géré. C'est-à-dire qu'en fait, avec des satrapes, des gouverneurs, des, euh, des, euh, des trésoriers, enfin bref, c'est une administration, on va dire tentaculaire, oui et non, parce que bon, ils prenaient les gens du cru, bien évidemment, qui étaient habitués, mais concrètement, ceux qui tenaient la boutique, ceux qui tenaient la baraque, les patrons, c'était des Perses. Dans chaque province, que ce soit en Libye, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Thrace, ou que ce soit en Inde, c'était des Perses. Les patrons, c'était les Perses. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là. Donc voilà, cet empire multiethnique et multiculturel, bien évidemment, hein, parce que les cultures, j'aime autant vous dire que entre la culture macédonienne et la culture de l'Indus, ou la culture nubienne, voilà, il n'y a pas vraiment de rapport. Mais c'est le premier empire multiethnique qui a réussi à
perduré, malgré tout. Alors bien sûr, il y a eu des révoltes locales, de ci et là, mais enfin, au final, concrètement, l'Empire s'est tenu à peu près debout pendant 200 ans. 200 ans. Un empire aussi éclaté, un empire aussi hétérogène, aussi disparate. Ça a quand même tenu 200 ans. C'est le seul, d'ailleurs le seul et pratiquement unique. Ah, après, bien évidemment, il y a eu d'autres périodes d'unification, mais notamment le temps islamique, hein. Mais, euh, mais c'était le premier et le seul pendant très longtemps à unifier, entre guillemets, au moins administrativement, parce que je suis désolé, au bout d'un moment, il y a Alexandre qui arrive, il y a des contingents militaires qui arrivent d'Inde, qui arrivent d'Égypte, qui arrivent de partout. Je veux dire, la levée des troupes, elle fonctionne. Elle fonctionne en 330, 300, 335 avant Jésus-Christ. La levée des troupes, elle fonctionne. Les gouverneurs régionaux fonctionnent. Alors que l'Empire, dans sa dimension géographique, il existe depuis, on va dire, moins 500, voilà, depuis 500, allez, 520. Ça fait pratiquement 200 ans que l'Empire, dans son acception géographique, existe tel que. Et quand Alexandre arrive, bah ouais, bah les structures administratives fonctionnent toujours aux mêmes endroits, de l'Égypte à l'Inde. C'est, c'est la première fois. C'est quelque chose qui a jamais été accompli. Donc rien que pour ça, déjà, bon, respect. Euh, et pourquoi ça a pu exister, pourquoi ça a pu fonctionner? Parce que voilà, l'administration a été elle-même, malgré tout, un petit peu innovante. Parce que mine de rien, de découper l'empire en provinces avec des satrapes, gouverneurs de province, des grosses provinces. Attention, les satrapes, bon, ils ne gouvernaient pas la Creuse, hein. Les territoires étaient assez étendus. Ils avaient quand même ouais, des, comment dire, des des attributions assez énormes. Mais pour autant, ils ont eu cette idée de tout découper. Alors bien sûr, ça existait avant les gouverneurs, mais c'était un peu flou, c'était un peu vague. L'Empire assyrien avait des gouverneurs, mais c'était toujours un petit peu bâtard. Il gouvernait un petit peu ci, un petit peu là, puis tantôt c'est mon cousin, tantôt c'est pas lui. Bon, non, chez les Perses, ça n'a pas été comme ça. Euh, on découpe, on fait des choses assez carrées, assez, toujours sur la base décimale. Mais on découpe l'empire en provinces. Chaque gouverneur de province sera responsable de sa province. Dedans, il désignera des gouverneurs de province, etc. Il y a toujours cette volonté de contrôle et de maîtrise, notamment tributaire, pour pouvoir continuer à percevoir le pognon, parce que c'est ça le but, mais également d'avoir les troupes, d'avoir, ne serait-ce aussi que pour les constructions civiles, hein, tout simplement. Euh, Typiquement, là aussi, c'est quelque chose qui est typiquement perse, cette volonté de faire des constructions civiles qui profitent à tout l'Empire. La route, ils ont construit une route, hein, qui va, par préfiguration peut-être des fameuses routes romaines, mais ils ont construit beaucoup de routes, notamment celle qui va de Sardes en Phrygie, donc l'Anatolie de l'Ouest, jusqu'à Suse. Donc la route, elle fait 3000 km. Mais voilà, typiquement, là, c'est la plus connue parce qu'on l'appelle la route royale. C'est par là que les troupes se déplaçaient, c'est par là que les messagers. Ah oui, parce qu'il y avait les messagers aussi. Oui, les missi dominici carolingiens, bon, bien évidemment, hein, Charlemagne n'a rien inventé, mais il y avait déjà les courriers perses. Les Perses, ça a été les premiers à mettre en place une structure de courrier, à l'image des courriers romains, bien sûr, hein, des postes de la poste romaine. Ça a été les premiers à mettre en place ça aussi, de pouvoir transmettre voilà, les ordres, oui, les indications, les ordres pour les gouverneurs de province. Si c'est pareil, c'est une structure administrative
typiquement, mais qui n'existait pas avant. Avant, c'était un petit peu là-bas comme je te pousse, bon voilà, on faisait un petit peu à l'arrache. Non, les Perses, ils ont rationalisé tout ça en créant des structures, des structures administratives, en disant, OK, on va créer un service de courrier, on va créer un service voilà, de poste, hein, ni plus ni moins. Après, évidemment, c'était essentiellement à visée militaire, à visée tributaire aussi, pour vérifier que le gouverneur de province, bah, il ne va pas nous enculer, parce que, bah, bien évidemment, quand on commence à être chef d'un territoire qui fait, on va dire, 60 ou 100 000 ou 200 000 km², bon, il est bien entendu que les risques de truands bon, sont multipliés. Donc, du coup, il y avait aussi ça, comment dire, une volonté de contrôle, mais quand même une volonté d'échange aussi. Et ça, c'est les Perses qui ont créé ça, ex nihilo, entre donc Sardes et Suse, mais entre Suse et la Bactriane, entre Babylone et l'Égypte, voilà. À partir du moment où ils contrôlaient tous ces territoires-là, ils pouvaient se permettre de créer ces liens-là, liens qui ne pouvaient pas exister quand c'était des entités politiques différentes. Quand le royaume d'Égypte était indépendant, il n'allait pas créer on va dire des liens physiques, hein, avec le royaume babylonien, par exemple. C'est un ennemi potentiel, c'est un ennemi potentiel depuis 5000 ans, enfin, depuis 2000 ans, on va dire, et potentiel et même des fois réel. Donc, non, on ne va pas créer des liens. Sauf que là, tous ces territoires-là étaient sous le contrôle de la même entité politique. Donc, elle avait tout intérêt à fluidifier les échanges, ou même ne serait-ce que le déplacement des troupes. Et ça, c'est l'Empire perse qui l'a créé. Par nécessité, bien évidemment, hein, nécessité pratique, mais aussi par volonté de fluidifier les échanges et les déplacements au sein de sa structure impériale. Les commandements militaires aussi, c'est pareil, ça aussi, ça a été quelque chose qui a été créé, qui a été pas inventé, un commandement militaire, ça n'a pas été inventé par la Perse, mais je veux dire, les structures militaires ont été également créées par les Perses, avec la possibilité, donc, pour chaque commandant militaire, de lever des troupes sur son territoire et les territoires environnants. Donc, du coup, par exemple, le satrape de Phrygie l'Espontique pouvait recruter des troupes chez son voisin satrape bah, d'Anatolie, voilà, pas de Carie, mais aussi de Carie, d'Ionie, etc. Et donc, il était plus ou moins subordonné au niveau militaire. Donc là aussi, il y avait toute une structure, on va dire, de levée de troupes ou qui était censé répondre à telle menace. Euh, donc ça a fonctionné, puisque quand Alexandre est arrivé, je veux dire, les mecs, la bataille du Granique, c'est des troupes anatoliennes. Les mecs, ils ont levé leurs troupes, ils ont levé les troupes sur leur territoire, ils ont fait appel à leurs collègues satrapes qui ont dit, ben voilà, là j'ai un problème, il faut que tu me files des troupes, ben ok, pas de problème, bro, tac, selon tel principe, selon telle codification, selon tel processus, ok, voilà, je peux te fournir X cavaliers, X archers, X machin. Bah vas-y, fais péter. Et voilà. Et ça a été comme ça. Et ça a parfaitement fonctionné. Alors après, bon, qu'ils aient paumé sur la bataille, bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau administratif, ça a parfaitement fonctionné. C'est qu'à la fin, nous, on sait que c'est la fin, eux, ils ne savaient pas. Mais jusqu'à la fin de l'Empire, les structures fonctionnaient parfaitement. Et ça aussi, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui existait réellement avant. Ça, pas, en tout cas, pas industrialisé comme ça, voilà, pas de façon aussi efficace administrativement. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Autre chose de nouveau, c'est également la langue que l'on parle. L'araméen. L'Empire perse, la langue vernaculaire, c'est l'araméen. Le perse, c'est la langue officielle, la langue donc de l'ethnoclasse dominante, c'est le vieux perse, le perse, Oui, mais c'est ça, il y donc avait, il y avait quand même un bilinguisme
tout à fait. Parce que la langue quelque part, on va avaler la langue des vaincus qui devient la langue commune, mais on a une langue qu'on conserve qui est une langue de l'élite, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est quelque part le perse, c'est vraiment la langue des maîtres, hein, c'est la langue des chefs. Bon, ils en mettent un petit peu à droite à gauche, mais concrètement, la langue vraiment utile, la langue qui est utilisée par l'administration, c'est l'araméen, parce que tout le monde le comprend l'araméen. Oui, c'est De ça, c'est une l'Égypte. adaptation aussi. Tu t'adaptes aux gens que tu domines. Complètement. L'araméen est compris de l'Égypte, jusqu'au donc en Anatolie, jusque dans le Caucase, jusqu'en Inde. L'araméen est compris partout. En tout cas, il est compris partout par le maximum de gens. Et bien évidemment que dans les satrapies vers l'Inde, vers l'Indus, la Rákóczi et compagnie, et bien entendu qu'on parle une langue locale. Il n'en reste pas moins que l'araméen est une langue qui va être bien davantage comprise que le perse. Le perse qui est la langue des maîtres et qui essentiellement a une fonction prestigieuse, voilà, de prestige, une fonction palatiale, pourrait-on dire, y compris les palais régionaux, les palais satrapiques. Et puis, bien évidemment, dans les satrapies, c'est une reproduction quelque part de la cour royale. Les cours satrapiques, ce sont des reproductions de la cour royale, de la même façon que la cour d'Alexandre sera, après la conquête, une reproduction de la cour royale achéménide. Mais bref, donc l'araméen fait office de langue entre guillemets d'État, de fonctionnement. C'est une langue, voilà, une langue pratique qui est utilisée partout. Et d'ailleurs, dans une des miniatures qu'on avait vues, si je ne m'abuse, il y avait une bilingue. Oui, oui, Alors, oui, tout à fait. Ouais, ouais, t'avais mis ça, ouais. ouais, il y avait une bilingue grecque araméenne. Et d'ailleurs, cette bilingue grecque-araméenne a été retrouvée dans l'empire Maurya indien. Elle a été retrouvée dans l'empire d'Ashoka, donc le petit-fils de Chandragupta, donc fondateur de la dynastie Maurya, alors la dynastie purement indienne. Ah ben, du coup, on a retrouvé là-bas une bilingue, effectivement, grecque-araméenne. En plus, l'araméen avait un avantage, c'est que l'araméen, il pouvait s'écrire en cursif. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait prendre un bout de, j'allais dire un bout de papier, mais non, bien sûr que non. Le papier n'existait pas en tant que tel, mais on pouvait écrire sur du papyrus avec un roseau ou même n'importe quoi, une branche d'arbre trempée dans l'encre, on peut écrire en araméen. C'est plus compliqué d'écrire en cunéiforme parce que c'est pas fait pour ça. Donc du coup, l'araméen avait aussi cette facilité d'être une écriture cursive, donc beaucoup plus simple à mettre en œuvre par des gens beaucoup moins formés, ce qui était quand même le cas de l'immense majorité des gens de l'époque. Donc du coup, c'était une langue d'échange incroyable et qui a été adoptée, on va dire, relativement facilement partout donc dans l'Empire. Et aussi bien ça a été développé par les Perses, comme langue d'échange, comme langue de travail, comme langue pratique en vrai, mais ça a été adopté, on va dire, assez spontanément aussi, enfin, sans trop de résistance, sauf bien sûr dans certains coins. Alors on va penser encore à la Judée, mais oui, bah oui, bien sûr, qui eux tenaient beaucoup à leur langue et à leur façon d'écrire leur langue, même si l'araméen n'est ni plus ni moins qu'un cousin du juif, hein. C'est voilà, c'est exactement la même famille hein, linguistique, mais pour autant ils tenaient quand même à leur langue à eux. Mais bref, toujours est-il que l'araméen a été totalement adopté parce que c'était pratique, facile et visiblement certainement plus facile à apprendre que le perse. Le perse, c'est une langue indo-européenne et il y a beaucoup, enfin, une majorité de peuples qui étaient sous domination perse n'étaient pas indo-européens. Les Égyptiens ne sont pas indo-européens. Voilà. L'Anatolie, la majorité de l'Anatolie n'est pas indo-européenne.
voilà, la Mésopotamie, c'est pas de l'indo-européen non plus. Voilà, au niveau de la structure de la langue, c'était plus simple d'utiliser l'araméen pour une majorité de peuples que l'inverse, que d'utiliser le perse, qui est une langue donc indo-européenne, qui parlait peut-être, certainement, du côté de l'Indus, euh, côté grec, mais sinon pas tellement d'autres endroits. Donc du coup, l'araméen s'est imposé aussi comme voilà. Et ça aussi, cette unicité linguistique, au moins cette unicité de travail, cette unicité pratique, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé non plus avant. Aucun empire précédent n'a essayé d'unifier ou en tout cas on va dire de valoriser une écriture ou une Mais langue. est-ce qu'ils en avaient le besoin? Alors, ils auraient pu en avoir besoin, mais certainement par des biais, ethniques, par des biais historiques, ils ont certainement jamais voulu faire l'effort en disant: «Bon, de toute façon, non, rien à foutre, soit vous apprenez, soit vous crevez, soit rien à foutre, quoi. C'est pas important». Les Perses ont trouvé que c'était important, en tout cas que ça facilitait leur mainmise, parce que le but c'est quand même ça, mais ils ont poussé pour que ça puisse être utile. Et rien que ça, déjà, c'est nouveau. C'est rien que ça, ça n'a pas existé avant. Il y a jamais eu cette volonté vraiment d'administrer, mais d'administrer par des outils utilisables par tous. Pas forcément par tous, attention, il n'y avait pas de notion d'équité, d'égalité. C'était pas pour que tout le monde soit égaux, non, c'est pour que tout le monde se comprenne. Pour que tout le monde comprenne qu'on est les chefs, qu'on est les maîtres, c'est nous les patrons. Ça change pas, ça bouge pas, ça. Mais, mais qu'au moins que tout le monde le comprenne, que tout le monde le sache, que tout le monde puisse l'exprimer et le diffuser, éventuellement. Et ça, c'est typiquement perse. Voilà, ça aussi, c'est particulier. Donc il y a ça aussi. Heu et bien entendu, là aussi, bon, je reviens un petit peu sur ce que je disais avant, la logistique. Alors bon, on connaît des gens qui vont kiffer, la logistique, mais J'avais même pas pensé, tiens. non, Ouais. mais voilà, mais en parlant, ça m'y fait penser. Moi non plus, j'y pensais pas avant, mais là, comme Ah bah on voilà, n'y pense jamais à la logistique. C'est très important la logistique. c'est le nerf de la guerre, voilà. Oui, eh beh, oui. Bon, après, bien évidemment, c'est pas comme beaucoup de choses, c'est pas complètement faux, hein, voilà, c'est pas juste une vue l'esprit Non parce mais que on est d'accord, c'est quelque chose qui passe. Encore une fois, c'est ce dont on parlait, je sais plus à quelle occasion, l'empire un peu des cartes. C'est-à-dire qu'un empire, c'est pas qu'une couleur sur une carte, c'est tout un ensemble, tu l'as dit, administratif, démographique, culturel, religieux, logistique, effectivement aussi. C'est pas de la magie, hein, donc ouais, non, on est d'accord, on est d'accord. complètement. Et du coup, là aussi, sous les Achéménides et alors c'est toujours pareil, même si on peut toujours, se dire, et à raison d'ailleurs, hein, que ouais, mais bon après, est-ce que vraiment c'est sûr? Est-ce qu'on sait? Alors bien sûr, ouais, il n'y a pas de certitude à 100. C'est de la plausibilité. C'est plausible. On imagine qu'il y a des consensus qui se dégagent, voilà, bon, sur ces périodes-là, sur ces endroits-là, voilà, on peut pas faire énormément beaucoup mieux. On creuse, on arrive toujours à avancer, à grignoter des morceaux de compréhension, réelle, subjective, non, objective, pardon, de compréhension objective, mais pour autant, bon, il restera toujours de l'interprétation. Mais on pense quand même que les Achéménides, ça a été les premiers à considérer leur empire comme une entité unique et qui donc méritait et devait mériter une logistique digne de ce nom. Et donc, la construction, le développement, parce que bon, c'est pas des constructions ex nihilo, ce sont des développements de tronçons de routes qui existaient déjà, Bah, à partir du moment où effectivement les gens communiquent, entre guillemets, oui, on commence à avoir des structures, d'infrastructures routières obligatoires, hein,
Sinon, on reste Oui, enclavé toujours. oui, mais alors, ouais, mais le truc qu'il y a, c'est que cette volonté affichée, parce que là aussi c'est pareil, c'est pas juste parce qu'on voit le résultat, donc on se dit, ils ont fait ça parce que bah, ils n'avaient pas le choix, il fallait faire quelque chose. Enfin, oui, alors certes, mais il y a également, et là où ça devient spécifique, c'est qu'en fait, il y avait une volonté affichée de maîtriser l'espace. De la même façon que les Romains, toute proportion gardée, à leur époque, bah, se faisait une gloire d'avoir bâti. Ah, mais on est d'accord, il y a le moyen et il y a la fin. La fin peut être effectivement deux bleds à côté qui veulent juste faire du commerce, ou effectivement un empire qui développe une infrastructure routière à des fins de contrôle du territoire. Oui, oui, non, on est d'accord. Non, mais je disais juste que à partir du moment où il y a cette existence de contact entre communautés humaines, t'es forcément conduit à créer comment dirais-je, des espaces Oui, 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 des infrastructures. praticables, quoi. Voilà. Mm. T'as pas le choix, on est d'accord. Mais je te dis, là, le petit truc en plus qui fait justement la distinction, on va dire, ou en tout cas un distinguo qui est fait par rapport à d'autres avant et d'autres après, ça a été aussi cette volonté de le mettre en avant. Cette volonté justement de se glorifier, alors bien évidemment, auprès d'Ahura Mazda, hein, bien sûr, hein, le Seigneur de la vérité, euh, de se glorifier, justement d'avoir mis en relation des peuples qui ne l'avaient jamais été. Ça a été, voilà, ça a été aussi cette volonté politique, du coup, puisque dire, se glorifier religieusement, se glorifier religieusement, c'est également se glorifier auprès de son peuple. Donc, du coup, politiquement, de se glorifier et de mettre en avant cette volonté de relier des peuples qui ne l'avaient jamais été, cette volonté unificatrice, parce que donc, du coup, grâce au Dieu, je suis maître de la multitude, bien sûr, de mettre en relation et donc de faire en sorte que ça se produise, de faire en sorte que ça existe. Oui, Donc, puis que on ça se se voit, dit, on l'avait dit, toute puissance a besoin de démonstration de ouais, puissance aussi. Hein. tout à fait, et de s'en vanter, Mhm. et de s'en Tout vanter. à fait. Et là, il y a un petit peu la différence, notamment à ce niveau de relation entre différentes parties d'un empire. Là où est la différence vis-à-vis des Perses, c'est cette volonté de le faire, bon, de s'en glorifier certes, mais de le faire. Et cette volonté affichée de le faire, de continuer à le faire, de le répandre, de l'étendre, etc. Oui, disons que c'est Dire, pas que par un besoin pur, c'est aussi, voilà, il y a une dimension volontariste dans la chose, quoi. C'est pas que strictement un besoin, c'est un besoin conjugué à une volonté Disons que voilà, d'action, quoi. disons que c'est un besoin qui a été magnifié. C'est un besoin, bien évidemment, un besoin naturel, un besoin pratique, un besoin pragmatique, bien entendu, mais qui a été mis en scène, en Ouais, fait, il est qui a été conscient, mis en quoi. C'est quelque chose de conscient, ouais, ouais, ok. tout à fait. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est quand même nouveau parce que jamais quelques bâtisseurs d'empire que ce soit, avant, ne s'est glorifié. Si, ah bien sûr, oui, j'ai réparé le pont, j'ai réparé le temple, j'ai réparé le site, oui, d'accord, mais mettre en relation différentes parties du monde connu, donc sous-entendu du monde sous sa domination, non, ça c'est typiquement perse. Et non seulement de vouloir le faire, mais de le faire vraiment. Comme je disais, ces systèmes de courrier du fait que, ben voilà, avant l'Empire romain, ben voilà, il y avait et d'ailleurs les Grecs qui ont, bon, quand ça leur arrivait, bon, que ce soit pour l'épisode de Xénophon de la Nabase des 10 000, ou que ce soit lors des conquêtes d'Alexandre, ou même avant de simples particuliers qui se mettaient au service du grand roi, parce que bon, il y avait quand même du pognon, donc faut pas déconner, étaient quand même assez estomaqués en tant que Grecs, connaissant eux le merdier que c'est pour faire un bout de route
dans l'Attique ou dans le Péloponnèse ou en Béotie ou où tu veux, connaissant le merdier que ça pouvait être de se mettre d'accord, de désigner le mec qui va construire la route, de désigner l'architecte, de désigner l'artisan, bon bref, bon les Grecs, voilà, les Grecs, d'ailleurs pour les Perses, les Grecs, c'était essentiellement des gens qui passaient leur vie à discutailler pour rien, voilà, bon. Bon, ça c'est fait. Mais donc du coup, les Grecs, ils arrivaient, qu'ils soient en Perse ou dans l'Empire perse de manière générale, pas juste en Perside, hein, mais ils étaient assez estomaqués de l'ampleur de la volonté et des réalisations des pouvoirs publics. Ni plus ni moins. Alors, voilà, le pouvoir public, bien entendu, hein, c'est anachronique, hein, c'est un raccourci anachronique, hein, mais ils étaient estomaqués de la volonté, déjà, et des réalisations des pouvoirs publics. Parce que pour eux, ça, c'était pas possible, ça n'existait pas. Enfin, genre, c'était inconcevable quoi, qu'on fasse des trucs pareils. Quoi. Mais non, mais en Grèce, jamais ça pourra marcher. En Grèce, si, voilà, ça marchera, mais dans 30 ans, 50 ans. Alors que là, bon, ben voilà, il fallait faire des trucs et ils le faisaient. Donc les routes, bien sûr, l'acheminement des troupes essentiellement, les relais de courrier, bien sûr, les courriers qui mettaient une semaine pour faire 3000 kilomètres. Alors que bon, à pied, tu mettais 1 mois ou 2 mois, voilà. Bien entendu, après toutes les trucs logistiques, c'est-à-dire qu'en fait, après, chaque satrapie, avait comment dire? Son dépôt Oui, d'armes, oui, la responsabilité de maintenir des troupes, des armes, des et vivres pour les en troupes en quan en quan campagne, quoi. Mm. voilà, en quantité suffisante en campagne ou pas en campagne. C'est-à-dire Oui, qu'en oui, fait, oui, oui, bien sûr, oui, non, mais En quanti voilà, en j'envisageais quantité ça. suffisante. Ouais, ouais, parce qu'après, voilà, le principe, c'est qu'effectivement, chaque satrapie, chaque gouvernement régional, avait, on va dire des, heu, on va dire des stocks à disposition, qu'il était chargé évidemment d'entretenir, mais il avait également des troupes sur place qui vivaient sur le pays. On leur avait donné un lot de terre, un lopin de terre, en leur disant, ben voilà, maintenant tu vas crécher là, et par contre, dès qu'on te siffle, bah, tu radines. Alors, soit tu es un archer, bah, tu radines avec ton arc, soit tu es un cavalier, bah, tu radines avec ton cheval, bah les couilles, je veux pas savoir, mais si on t'appelle, si on te siffle, tu viens. Voilà, c'est comme ça. Et en échange, bah, tu as une terre, puis derrière, tu peux la mettre en, tu peux la sous-louer, voilà, bon, bref, après tu fais ce que tu veux, mais au final, voilà. Il y avait aussi voilà, ce système de donation de terre en échange de services militaires, bien sûr, pour des Perses. Et à côté de ça, les gouverneurs satrapiques, donc les satrapes, avaient également obligation d'avoir un minimum voilà, d'armes, etc., de vivres, tout ça, d'avoir un minimum. C'est aussi pour ça que, donc, du coup, on en revient toujours au même truc. Quand Alexandre a débarqué, une fois, bon, après pacifier la Perse, enfin son père surtout, Philippe, quand Alexandre a débarqué, bah, du coup, il a eu affaire à des troupes locales, bah, qui ont été levées localement, de par ce système-là de tenure. En fait, c'est ni plus ni moins que des tenures militaires. Voilà, on t'accorde la concession d'un lopin de terre. En échange, tu devras le service militaire, bien évidemment, à charge pour toi d'être à la fois entraîné, d'avoir ton équipement, etc. Pour autant, les satrapes avaient quand même une garde satrapique et avaient bien évidemment des stocks d'armes et compagnie. On ne pouvait pas non plus que compter sur les gens qu'on appelait, euh, voilà. Mais bref, là aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui existait très peu. Par exemple, l'empire précédent qui peut se comparer, donc j'en parle souvent, mais c'est l'empire assyrien. Mais l'empire assyrien, lui, il comptait essentiellement sur les Assyriens d'Assyrie. Donc, au bout d'un moment, c'était des campagnes qui étaient essentiellement estivales, parce que non, printanières plutôt, parce que en été, on fait des moissons pour le blé, etc. C'était souvent rythmé par la saison agricole, hein, ni plus ni moins, puisque les soldats assyriens étaient essentiellement des paysans, alors que les Perses, non, les Perses,
ont essayé de mettre en place une espèce d'armée permanente, mais qui vit quand même dans sa ville de garnison, sur le pays. Bref, ils ont essayé de mettre en place quelque chose qui pouvait à la fois leur apporter ce qu'ils avaient besoin quand ils avaient besoin, sans que ça leur coûte trop cher non plus. Parce que là aussi, c'est pareil, on peut avoir, comme l'Empire perse, avoir des ressources entre guillemets infinies, mais en même temps avoir une très bonne conscience de la façon de l'encaisser et de le dépenser. On ne devient pas riche uniquement en accumulant, on devient riche aussi parce qu'on investit et qu'on sait comment dépenser. Et donc pour ça, les Perses, et je pense que ça, c'était un petit peu sous-estimé par les Grecs, qui bien évidemment ne voyaient que le côté dispendieux, que le côté esbrouf. Mais si les Perses étaient riches, ils n'étaient pas riches uniquement d'accumulation, ils étaient aussi riches de gestion et de prévision. C'est aussi pour ça que c'est quelque chose c'est aussi pour ça qu'ils étaient, entre guillemets, qu'ils étaient riches. Mais bref, donc toute cette logistique-là, c'est quelque chose qui était pas connu avant, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. Là aussi, la dimension de l'empire leur a fait, entre guillemets, pas inventer les choses en elles-mêmes, mais en tout cas diffuser et répandre dans toute leur province ces systèmes-là qui fonctionnaient à des micro-échelles, mais ils ont diffusé à une macro-échelle, à une échelle macroéconomique. Du coup, c'est quelque chose qui d'une dimension locale et en fait ce sont ni plus ni moins que des processus qui ont pris une dimension impériale. Ils ont également, par exemple, après pour aller dans l'anecdote, ils ont creusé un canal du Nil à la mer Rouge. Voilà. Du Nil à la mer Rouge, au point le plus étroit, là où le Nil est le plus proche de la mer Rouge, les Perses ont creusé un canal parce que alors ça, c'était pas du prestige, c'était quelque chose de, a priori, plutôt pratique Ouais, parce que utilitaire, ouais. On peut comprendre, ouais. les bateaux, ceci, cela, bon, machin, parce que la mer Rouge, attention, la mer Rouge, c'était le golfe Persique. Bon, ok, ça, on peut admettre que c'était un petit peu une mer intérieure pour eux, mais la mer Rouge, c'était également, on va dire, une voie de communication. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'on sait, je suis désolé, je t'interromps, mais est-ce qu'on connaît des, comment dirais-je, on va dire des contacts plus lointains des Perses avec autre chose que des peuples qui sont leurs voisins territoriaux, même forcément éloignés, hein, l'Inde, comme Non, la Grèce? Non, il n'y en a pas. non, non, bah, le problème, c'est que à partir, le problème, et c'est le problème entre guillemets fondamental des informations, c'est que si les Grecs n'en parlent pas, Ouais, on le sait pas. Hmm. on ne le sait pas vraiment. Ouais, Parce que les Perses, comme d'autres peuples, alors les Assyriens par contre, du coup, non, parce que eux, ils étaient très fans de chroniques, donc les Assyriens, notamment des non, chroniques mais royales. on aurait pu avoir une tablette, on aurait pu avoir quelque Non, non, chose non. Non. retrouvé vraiment plus loin que ce que l'on aurait pu penser. Non, c'est vraiment par accident. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment au détour effectivement, comme tu dis, une tablette d'une famille de riches marchands. On va vite fait apprendre que, ouais, ils ont reçu des trucs de tel endroit, où ils ont envoyé leurs cousins à tel endroit, et ce n'est que par recoupement, par des sources indirectes, qu'on va comprendre, qu'on va savoir que tel endroit, c'est en Inde, que tel endroit c'est au Yémen, que tel endroit c'est en Nubie, donc Soudan, Éthiopie, Somalie. Mais c'est vraiment tout à fait indirect parce que Ok. ils sont pas. Et beaucoup de peuples de l'Antiquité, et c'est aussi ça qui est assez. Là aussi, c'est pareil, ça mériterait presque une soirée entière. Mais énormément de peuples de l'Antiquité n'avaient aucun intérêt à raconter leur histoire, en fait. Ni plus ni moins. Oui, bah c'est pareil, hein, il faut un moment y penser, entre guillemets, hein, c'est quelque chose qui... Ouais, mais il faut y penser, puis il faut en avoir j'ai envie de te dire, il faut en avoir peut-être l'envie chevillée au corps, l'envie de raconter l'histoire de ses ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment. Mais il y a énormément, énormément de peuples de l'Antiquité, même au-delà, qui n'ont strictement aucun intérêt
Ça ne les a pas intéressés du tout de savoir qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres, quels ont été leurs accomplissements, quelles ont été leurs découvertes. Non, non, Ok. que dalle. Et alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que du coup, cet empire achéménide, sans parler forcément de ses successeurs ou de ceux qui sont venus avant, est-ce que c'est quoi? C'est un prototype impérial? Est-ce que c'est un modèle vraiment structurant pour tous les empires ultérieurs? Est-ce que c'est donc c'est pas un relais, c'est pas une imitation? Est-ce que c'est une étape, on va dire, fondatrice? Ouais, je pense qu'effectivement, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que effectivement, c'est plutôt une étape assez fondatrice et qui bizarrement aura peut-être diffusé euh, plus qu'on ne le pense. Après, d'un autre côté, c'est toujours pareil. Euh, Moins de sources, moins de travail historiographique, même si ça se développe. Mais je pense qu'effectivement, c'est une étape assez fondamentale, mais un petit peu ignorée, Bah, ça peut être indirect. Je pensais par exemple, je réfléchissais en même temps, là, je t'écoutais. On sait que l'exemple d'Alexandre sera connu et reconnu. Peut-être qu'on lui enlèvera effectivement ce qu'on doit. Alors, Alexandre et ses successeurs, peut-être qu'on leur enlèvera en fait ce qu'on doit aux Achéménides par sélection, par omission. Mais finalement, effectivement, à travers l'exemple d'Alexandre et puis les diadoques par la suite, peut-être effectivement qu'on aura une imprégnation, même involontaire, du modèle impérial. Alors, je ne sais pas si ça a touché Rome, peu importe. Je pense que l'émergence de Rome se fait en dehors de ce cadre-là, mais par capillarité, on peut penser que effectivement, ils ont une continuité, peut-être. Ouais, 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 quand même, parce qu'effectivement, même si les structures, par exemple, romaines, parce que bon, effectivement, on peut pas faire Ah bah l'écologie non, non. de parler de Rome, hein. Même si effectivement, les structures romaines, qu'elles se soient des structures administratives, que ce soit des structures pratiques ou les structures intellectuelles, sont proprement latines, ça c'est sûr et certain. Après, bien entendu, il y a eu quand même, comme tu dis, par capillarité, après, bon, Non, mais sans c'est une vraie question extrapoler. d'expert. Dans le fond, Ouais, ouais, ouais. c'est hyper dur d'y répondre. J'imagine qu'il y a des. Oui, et en vrai, en plus, je pense pas qu'effectivement que Ouais. les romans, tant que ça, effectivement, mais regarde, Marc-Antoine. Marc-Antoine. Marc-Antoine, lui, par contre, bon, il était quand même, ah bon, même si c'est un romain, un pur romain, Ah oui, c'est un il en pur reste, main, ouais. il en reste pas moins qu'il était quand même bien parti pour faire son petit empire oriental. Tout à fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et quelque part, l'Empire oriental, pour lui, c'était quoi l'Orient? Pour lui, l'Orient, c'était essentiellement les diadoques, que ce soit le reliquat séleucide ou le reliquat ptolémaïque. Et donc, in fine, basé sur des structures essentiellement achéménides. Même si, bien entendu, pour les Ptolémées, on peut penser que oui, Bah, bon, il y avait quand même. il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs, c'est ce qu'on disait, il y a toujours plusieurs angles. Est-ce que l'héritage est purement administratif? Est-ce qu'il est culturel? Est-ce que c'est psychologique, une idée qui existe? Je veux dire, l'Orient, Oui, Hérodote, Xénophon, tout ce qu'on veut, Thucydide et compagnie, sont des gens qui ont forcément marqué, même ne serait-ce que psychologiquement, ah oui, oui. voilà l'idée. Et donc, il restera forcément quelque chose des Ah oui, Achéménides, même en tant que puissance ah oui, inconnue, oui. voilà, mais Ah oui, bah, même en tant que repoussoir, bien ouais, ouais, tout entendu. à fait, ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, ils Et le seront, hein, puisqu'après, avec les Sassanides et compagnie, on a ah oui, 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 mais cette il y a continuité. eu oui, oui, non, mais il y a eu une espèce de damnatio memoriae, bien sûr, hein. Mais il en reste pas moins que, et beh, franchement, c'est une étape, je pense que c'est quand même une étape parce qu'effectivement, les Achéménides ont permis cette espèce comment dire? De d'acclimatation, Ouais, ouais, je vois, d'habitude. de définir qu'est-ce qu'un empire finalement aussi. Parce que un empire, c'est pas qu'une étendue territoriale, c'est un contrôle du territoire, c'est de la logistique, c'est des infrastructures, c'est une pierre, Et ça, une étape exactement. importante, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça, on est d'accord que par contre, bah, ça, les Grecs, fussent-ils macédoniens, ils en avaient strictement aucune idée. Ouais, 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 tout à fait. Bah, ça se Et pose là, différemment, oui, la problématique grecque
pose Oui, de façon différente, ouais, ça c'est sûr. oui, mais ils en avaient aucune idée. Enfin, la seule idée qu'ils en avaient, c'était justement les structures orientales, donc les orientaux, donc concrètement les Achéménides. Donc du coup, il a fallu finalement qu'ils reprennent à leur compte ces choses-là qu'ils détestaient, qu'ils honnissaient même, enfin en tout cas pour les plus acharnés, les plus grecs d'entre les Grecs, ils honnissaient hein, ces structures-là. Mais il a bien fallu les utiliser. Parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, mais ok, c'est bien gentil, mais là, attention, là, t'as pas 50 km² ou 80 km² ou même 3, allez, 1000 km², là. Non, là, tu as un territoire qui est quand même, à l'échelle de ce que tu connaissais, tu as un territoire qui est gigantesque. Il y a des structures qui existent. Donc, tu vas les utiliser. Et non seulement tu vas les utiliser, mais du coup, en les utilisant, tu vas montrer que c'est possible de les utiliser. Donc, tes voisins, par capillarité, effectivement, vont se dire, ah ouais, mais finalement, bah, je me chie un peu dessus d'avoir beaucoup de territoire ou quoi, enfin d'essayer d'en conquérir, parce que comment je vais faire derrière? Mais bon, finalement, je vois que ça marche. Donc, petit à petit, à petit à petit, de transmission en transmission, bah, c'est des modèles qui ont pas réellement changé dans la structure interne, qui n'ont pas changé dans la structure fondamentale, bon, qui se sont adaptés bien évidemment selon les territoires, selon les peuples, les ethnies et compagnie, mais au final, les structures n'ont pas énormément changé. Mais pour que ces structures-là soient adoptées, il faut qu'elles aient existé au préalable. Et sans les Perses, ces Ah, il structures-là, peut, il peut y avoir deux phénomènes, tu vois, je pense que le phénomène chinois, par exemple, est complètement déconnecté, même si on nous dirait qu'il y a eu des rapports commerciaux et tout ce qu'on veut, tu vois, de phénomènes perses, ah ouais, ouais, romains, grecs, donc ah il peut y oui, avoir deux choses à deux ouais, endroits différents, hein, ouais, mais... mais après, c'est vrai que les Chinois, après le problème de la Chine, c'est que je pense qu'elle est, par contre, euh, essentiellement beaucoup plus homogène euh, mentalement, en fait. Ouais, puis Euh, c'est un territoire qui a toujours une démographie propre à fonder il y a quasiment beaucoup de choses un qui sont empire sur son transparentes. propre territoire. Non, non, mais je suis Ouais, d'accord. Après, voilà, c'était une façon de voir ce qu'il en reste, ouais, parce qu'on oui, a, ça il y a permet. l'idée, il y a l'idée, par exemple, enfin, tu vois, c'est le premier empire entre guillemets mondial, en plus basé sur, tu l'as dit, un ordre moral de distinction entre le bien et le mal et compagnie. Donc, il y a vraiment Ouais. beaucoup de choses qui sont euh, premières, fondamentales chez les Perses. Après voilà, toute la question est de savoir quel héritage, qu'est-ce que ça a légué, par où, comment, et ça c'est vrai que là, bon, on entre dans des considérations C'est c'est plus de compliqué purs parce qu'après, spécialistes, quoi. ouais, ouais, c'est plus compliqué, mais il en reste pas mal qu'on pense quand même enfin, il y a quand même un certain nombre de choses, et moi en tout cas, à mon sens, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont transpiré, des choses fondamentales, des choses basiques au niveau effectivement, de la gestion d'empire. Et quand on dit empire, c'est pas uniquement une expansion, enfin, je veux dire, un territoire, ça va être aussi une multitude de peuples, une multitude d'habitus différents, de langues et compagnie, sont des choses que les Perses ont à la fois héritées, mais qu'ils ont développées parce Ouais, qu'ils ont été obligés. alors, Euh, et donc, ce sont des choses qui sont passées, entre guillemets, dans entre guillemets, la culture occidentale, dans la façon d'appréhender ce genre de situation, dans la culture occidentale, qui, à mon avis, aurait été beaucoup plus compliqué si, mettons, le Moyen-Orient, enfin l'Orient de manière générale, était resté éclaté avec chacun plus ou moins ses façons d'être, ses façons de penser, ses façons de fonctionner. Je suis pas et- sûr que. alors je dirais, moi, il y a deux choses. Bah, je dirais ça un peu en forme de ma conclusion vite fait. Enfin, là, pour finir. De toute Avec plaisir. façon, deux choses. La première, c'est que peu importe qu'il n'y ait pas eu l'héritage ou pas, la question qu'on se pose là, le fait est que on peut parler d'empire achéménide comme voilà ce premier empire un peu mondial, on pourrait dire, parce que c'est vrai que la Chine est très différente, mais Un empire monde, ouais. voilà. La Chine est trop chinoise. Et peu importe, on va dire le fait qu'il y ait un héritage ou pas, c'est une pierre voilà fondatrice. Donc voilà, une des colonnes importantes. Donc peu importe après ce qu'elle lègue, le fait est là. Et puis deuxième chose aussi, c'est que derrière, on a parlé des Sassanides et compagnie.
Je sais pas si le monde perse est une constante de -500 à 2000. Est-ce que c'est une rupture avec l'apparition de l'islam? Mais l'apparition de l'islam, elle se fait donc l'apparition de l'islam en terre perse avec donc la conquête. Et c'est vrai qu'eux aussi, ce monde musulman qui lui, pour le coup, on le sait, perdure, en partie va se mettre en place sur ce territoire-là aussi. Donc il va en hériter forcément de quelque chose. Quand vous avez un empire sassanide qui contrôle, on va dire, du Proche-Orient à l'Afghanistan toujours, vous avez l'islam qui va se fondre aussi dans ce moule-là, et c'est peut-être pas pour rien qu'on aura aussi je sais pas, une différenciation entre le monde, même si c'est plus compliqué parce que les Fatimides après viennent d'ailleurs et le chiisme va passer d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire aussi que la conquête islamique se fait sur des territoires déjà construits, dont ils vont récupérer une Tout partie de à l'identité. fait. Ah, tout à fait. D'autant plus que, alors, c'est d'autant plus, et là, quelque part, on peut aussi faire un pont avec l'actualité. Et c'est ça qui est aussi assez incroyable, c'est que l'actualité fait écho à quelque part à ces interrogations on va dire effectivement, d'experts en expertise, de spécialistes en spécialisation. Mais l'actualité fait écho parce que finalement, les Perses ne se considèrent, même les Perses islamisés, ne se considèrent quand même toujours pas comme Ils cultivent une différence. comme des Arabes. Non, ils cultivent une différence, c'est sûr. C'est Oui, sûr. oui, mais Et complètement. sans les Achéménides et ceux qui suivent, effectivement, cette différence-là n'aurait absolument pas du Exactement. tout la même réalité. Ouais, ça, c'est très clair. Exactement. Je suis désolé, quand tu vois comment se comportent, même pour prendre ce simple exemple, quand tu vois comment se comportent les femmes, enfin, on va dire, une certaine proportion des Oui, oui, femmes on se comprend. en Iran et en Arabie Saoudite, au Qatar, ou même en Égypte ou au Maroc, tu dis non, et puis elles-mêmes et eux-mêmes, même les hommes, bien sûr. Là, je parle d'hommes et de femmes parce que spécifiquement, cette différence-là est particulièrement mise en exergue dans la religion islamique. Mais quand tu vois comment ces gens-là se comportent, et comment eux-mêmes ont conscience de se comporter et comment ils veulent se comporter, tu dis non, il y a une vraie différence. Et qui plus est, et c'est vrai que la dernière fois, c'était je sais plus qui effectivement, qui avait rappelé à ma mémoire les 2500 ans de la fondation de l'Empire achéménide par le Shah d'Iran, donc en 1972-73. C'était assez incroyable. 2500 ans après, même si de temps en temps les Grecs, il y a un gouvernement grec ou un autre qui va faire un petit peu de flanc sur les Thermopyles ou sur ce que tu veux. Mais bon, tu dis non, il y a une vraie conscience historique qui traverse les siècles. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure enfin, à l'instant, tu parlais des Fatimides et compagnie. La dynastie séfévide en Perse, donc Mhm, la mhm. dynastie proprement perse, hein, après les conquêtes mongoles, enfin les conquêtes, on va dire, après le déferlement mongol, bon, voilà, qui a quand même roulé sur tout le monde, mais la dynastie proprement perse médiévale des Séfévides, c'est pareil, elle était, alors, bien sûr, elle était islamisée, voilà, c'est une dynastie islamique, certes, mais perse avant tout. Et cette composante ethnique, cette composante locale était très fortement ancrée. Et du coup, c'est resté. D'ailleurs, que ce soit Montesquieu ou Voltaire, ils parlent des Perses. Et quand ils parlent des Perses, je pense que le public savait de qui il parlait. Ils savaient qu'il parlait des Perses. Et pour eux, c'était déjà voilà, c'était vraiment un monde différent. Et pourtant, le monde chrétien du 18e a été habitué depuis bien longtemps à un Moyen-Orient islamique. Mais pour autant, quand il parle des Perses, voilà, il parle vraiment de quelque chose d'autre. Et c'est vrai que c'est étonnant Cette cette, permanence, ouais. Mhm.
permanence, ouais, ouais, Non, mais il en et reste puis quelque chose, hein. et cette volonté, comme disait, je sais plus qui c'est qui disait, peut-être Azad, non peut-être pas Azad, je sais plus, mais cette volonté d'y revenir, d'y faire référence, d'y refaire référence, encore et toujours. Voilà quoi. Moi je trouve ça assez spécial, assez particulier, louable pourquoi pas, mais en tout cas, c'est assez, particulier. C'est voilà, genre, mis à part parce que je veux pas dire, mais les autres peuples, on va dire, islamisés, Non, mais parce ça que va être je pense que ça se conjugue aussi avec effectivement une différence religieuse qui fait qu'effectivement tu oui, mettras la logique, fatalement la l'accès logique, sur ta la différence, logique. l'accent sur ta Oui, différence. je suis d'accord. Et tu feras appel à ces grands ancêtres pour marquer effectivement ta différence et ta supériorité qui est plus que religieuse, elle est historique. On a toujours besoin Ouais. derrière la révélation, on a Oh, toujours besoin des grands ancêtres. ouais, mais tu vois, regarde, les Égyptiens, là où je fais effectivement, bah, je suis d'accord avec Les toi dans Égyptiens n'ont pas l'absolu. effacé leur passé non plus, hein. Ils font toujours. Non, mais ils sont quand même un peu plus, ils se sont quand même un peu plus glissés dans Eh les pas du oui, prophète. mais bien sûr, non, mais Euh, la rupture est pas la même parce que effectivement, tu as encore une fois, cette différenciation. Je pense que peut-être que les sunnites l'ethnie. ont une différence, mais de la même façon qu'en Turquie, c'est difficile de faire appel au passé impérial, même s'ils maintiennent quand même l'aspect, on va dire, historique et des musées et compagnie, parce que c'est à la fois une fierté et puis une richesse de tourisme. Mais je veux dire, c'est plus difficile de faire appel effectivement pour eux à ces ancêtres-là, semble-t-il, parce que c'est pas leurs ancêtres, alors que les Perses, tu vois, revendiquent ça. Et pareil pour l'Égypte. Ils savent très bien qu'ils sont le fruit d'une conquête, même si l'élément, le substrat du paysan égyptien s'est juste converti, a sans doute pas tant changé que ça, mais je veux dire, on sait qu'il y a eu une importante émigration arabe, Ouais. et c'est plus difficile de faire appel à cette singularité parce qu'elle est, voilà, elle est autant ethnique Ouais, que ouais, mais religieuse, quoi. j'ai vraiment l'impression et la sensation forte et nette que effectivement il y a cette espèce d'identité revendiquée, Ouais, elle est spéciale, on est d'accord. cet irrédentisme perse qui, on va dire, qui transcende effectivement l'aspect totalitaire de la religion islamique. Alors, effectivement, après, bon, ça a pris la forme, par exemple, bon, du schisme, ok, qui est un schisme, d'accord. Bon, le schisme est un schisme. Mais, mais, mais c'est vrai que les Perses ont une conscience d'eux-mêmes franchement, qui est assez incroyable Ouais, ils cultivent un dans ce singularisme appuyé effectivement sur leur antiquité plus que les autres. Ouais. On est d'accord ouais, là-dessus. parce qu'au final, je suis désolé, les Égyptiens, ils pourraient, mmh, autant, mais non, Ça fait beaucoup pas moins. appel au, ouais, je pense que ça fait pas appel aux mêmes choses. C'est plus difficile, je te dis, parce qu'il y a quand même une rupture. Quelque part, la conquête sur les Sassanides paraît presque moins une rupture que, effectivement, les Égyptiens faire appel au monde des pharaons et compagnie. Ça me Peut-être, paraît plus. peut-être, ouais. Peut-être que les Coptes s'y fondraient un peu plus, avec même la rupture C'est religieuse que possible, représente le mais j'avoue que christianisme. moi, Je m'y connais pas assez, très je sais pas. j'ai été franchement, j'ai été, surpris et parce que j'y suis allé en Iran, du côté de Birdjand, là-bas, dans l'est de l'Iran. Bon, pas récemment, hein, il y a un moment de ça. Mais ça m'a impressionné, même dans des villages, enfin, je veux dire, je j'ai pas visité, les pays, enfin, tous les pays, musulmans de la terre, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ça, c'est ce côté, on est ce qu'on est, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Les femmes, même des vieilles dans des villages, se balader comme ça, tête nue, je veux dire, bon, il y a pas un village, en Algérie où tu verras une vieille se balader tête nue, quoi. Non, elle aura forcément, soit un tchador, soit quelque chose, quoi. Mais en Iran, non. En Iran, non. Et il y en a bien sûr, hein, il y en a qui ont rien, les femmes, hein, et puis les mecs, je veux dire, tu pas cette espèce de côté, vindicatif vis-à-vis d'une nana qui, éventuellement va être,
vu qu'elle ne porte pas un voile, qui va être impure, limite je lui crache dessus ou limite je mets un coup de latte, hein. Oh, je pense qu'on Ou va pas, non, il y a on va pas basculer dans la caricature, mais on est d'accord pour dire ah qu'effectivement non, mais c'est un pays par singulier, contre, ouais. attends, ah ouais, attention, par contre, à Téhéran, ça marche pas comme ça, enfin, après tu les passes d'Aran et tout, non, voilà, c'est compliqué en ville. C'est pour ça que les nanas, par exemple, hein, ou même les mecs, hein, qui sont pas d'accord ou quoi, qui se révoltent ou qui font un minimum acte de rébellion, il y a quand même gros respect parce qu'ils risquent gros. Effectivement, Mais ouais. c'est vrai que, ouais, Non, mais encore une fois, cette méthode. tolérance, ou on va dire peut-être plus, comment dirais-je, une certaine ductilité, veut pas dire démocratie ou respect de je ne sais quel droit de Ah non, l'homme. non, 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 ah non, On peut non, dissocier les deux, hein. On peut être un ah, pays plus souple on n'est sans pas être là, un. ah, Voilà. on n'est pas là-dedans du tout, non, non, tout à fait. Non, non, au contraire même, au contraire, j'ai envie de dire, mais malgré tout, il en reste pas moins que Il, pour nous autres, qui sommes habitués à une certaine, formalisation, un certain formalisme de ces rapports-là, bah, ça fait bizarre, il y a quoi, une ça fait différence, et effectivement, on peut dire que la composante antique en représente une partie effectivement de cette différenciation. Après, c'est toujours une histoire très complexe et c'est aussi sur plusieurs ouais, millénaires, toujours très voilà. difficile. Et c'est aussi pour ça que du coup, bah, pour en revenir, vraiment au tout début, c'est aussi pour ça que, bah, ça quelque part, ça fait partie des raisons, qui m'ont fait, m'intéresser plus particulièrement bah, voilà, à ce pays, à ce peuple, à son histoire, à pourquoi, comment, voilà, c'est une curiosité, quoi. Oui, je comprends. Eh ben écoute, c'était très intéressant. On a fait un petit trip de, je sais pas, 5-6 heures. Je t'encourage à revenir hein, sur ce que tu veux, sur je sais pas quoi, Aura Mazda, Babylone. Peut-être la religion, ouais, je sais pas, mais ouais, Comme tu veux. c'est Écoute, la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. C'est quand mmh, vous voulez, que pour toi comme pour les autres. Hein, je réitère l'appel. Je sais que Pierre va revenir là en septembre, mais voilà, à partir du mois de septembre, j'ai toute l'attitude pour vous recevoir dans les créneaux prévus. On bah, déborde écoute, s'il faut. j'ai envie de te dire, il y a que le premier pas qui coûte et voilà, du coup, ouais, C'est ça, c'est c'est pas si avec grand terrible. plaisir, C'est pas avec si grand plaisir. terrible. Faut travailler un peu et puis voilà. Non, non, mais bon, c'est voilà, c'est aussi un espace d'expression. Pour tout le monde. Ouais, ouais, cette introduction un peu étendue. À l'époque des foires aux livres, on me reprochait ça. Je faisais des intros d'intros qui duraient une demi-heure. Ah bah, après, Voilà. j'ai envie de te dire, Azat, c'est voilà, je me demande si ça deviendrait pas une espèce de leitmotiv, de la chaîne. Ouais, on fait des intros pour les intros qui vont introduire l'intro Non, mais et ouais, on tout peut à par fait. la suite rentrer sous certains aspects plus particuliers, la religion, Voilà. on va dire les prédécesseurs. On peut tourner ça et puis voilà, tourner autour d'un sujet en abordant sous un point peut-être plus particulier. Et puis voilà, moi je suis pas C'est pas contre, faux, il y a pas de, y a pas de souci. Là, tout à fait. on a fait une vision globale, et c'est vrai que la vision globale, bah, c'est parfois, on n'entre pas dans le détail, même si on a fait un truc étendu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on a rien dit, quoi. Finalement, on n'a rien Ah dit de oui, la oui, oui, réalité, de la complètement. matérialité, Tout à fait. du pouvoir réel, de ce genre de choses. Mais voilà, ouais, le fait de lancer des chats sur les Égyptiens, ouais, ouais, elle était formidable cette image. J'ai trouvé en 2 minutes avant de faire le stream, parce qu'il n'y avait pas d'image pour la conclusion. Donc, comme je savais que ça allait durer longtemps, j'ai mis quelques Ouais, illustrations. ouais, c'est bien. C'est où ça? C'est Persepolis? Je Non, sais c'est pas, Alexandrie? j'ai cliqué au hasard, j'ai mis Empire Perse et Ouais, pouf, ouais, j'ai chargé ouais, des ok, images. ok. Et il y en avait une Oui, oui, effectivement de Perse qui lance des chats sur les Égyptiens. Bah oui, oui, écoute, oui, pourquoi bah pas. oui, parce que bon, voilà, les chats, c'est les animaux sacrés, gna gna gna. Après, mais tu sais, Azat, les Grecs sont hyper fans de symboles. Les Grecs adorent les symboles. Et donc, du coup, pour eux, ils ont essayé de rapprocher deux choses. Le pragmatisme des Perses, qui essayent d'utiliser tous les moyens
possibles et imaginables, bah, pour gagner des guerres, parce que bon, une guerre, c'est pas que des batailles, bien sûr, pour gagner des guerres au moindre coût, avec ce que les Grecs connaissaient de la religion égyptienne, quoi. Et donc, voilà, les Grecs savaient que les chats étaient potentiellement des animaux vénérés, qui avaient bien évidemment une déesse Bastée, hein, bien sûr, qui était personnifiée sous les traits d'un chat. Donc les Grecs, voilà, ils se sont dit, ben ouais, mais aussi si les Perses, parce qu'ils savaient que tel jour c'était la fête de machin, donc attention. Mais ça, c'est des trucs qui reviendront dans l'histoire de l'humanité, hein, des trucs comme ça, ou parce que c'est, bah, même dans l'histoire mésopotamienne, c'est arrivé X fois qu'il y ait une cité-État qui attaque une autre cité-État parce que c'était le jour de la fête du dieu tutélaire. Voilà, donc du coup, on va l'attaquer pendant ce moment-là. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des trucs, c'est des espèces de tropes qui traversent l'histoire de l'humanité. Mais puis voilà, puis les Grecs, bon, bah voilà, les Grecs avec leur facilité à mettre en image, à mettre en vers ce genre de trucs, qui en plus ils adoraient ça, hein, ils étaient hyper symboliques les Grecs, tout était symbole de partout. Donc pour eux, voilà, ça collait parfaitement, ça rentrait parfaitement. En plus aussi bien, le mec il avait réussi à tourner ça en hexaèdre, en décamètre, j'en sais rien, voilà, bon, c'était. Mais oui, oui, c'est pas dit du tout, par contre, que les Perses aient fait ça, hein, parce que bon, c'était peut-être un peu trop débile pour qu'ils puissent croire que ça marche, parce que les Perses, pardon, étaient quand même, en termes de guerre, ils étaient quand même très, très pragmatiques. D'ailleurs, c'est pour ça c'est entre autres choses pour ça qu'ils ont paumé face à Alexandre, parce qu'ils étaient trop pragmatiques. Ils voyaient que par leur système à eux. Et puis finalement, en face, ils avaient un système qui était totalement autre. Et du coup, ils n'ont pas réussi à adopter la bonne réponse à ce truc-là, quoi. Mais ouais, ouais, c'est le truc des chats, c'est amusant. Ouais. Ouais. Ok, bon bah écoute, on va se laisser là. Je te remercie encore une fois. Avec Tu plaisir. reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve demain pour Ouais, l'épisode 3 de ce petit c'est let's quoi play. le Voilà, programme? Ah ouais. voilà. On va se faire ça donc jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, vidéo, nanisme et découverte. On va parler du colonel sombre. Voilà, voilà, voilà. Donc Ok. on parlera de mercenariat et d'Inde. Voilà. Bon bah écoute, je te C'est cool. remercie encore une fois, et puis je te dis on se tient au Avec jus, plaisir. tu reviendras quand tu voudras. Et puis voilà. Bah écoute, bonne Pas de soirée à soucis. toi. Bonsoir à tous, hein. Yes, bonsoir à tous et à bientôt.